Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, bonsoir. J'ai le privilège d'introduire Thierry Pepersek à cette conférence du Collège Belgique sur des aspects éthiques qui entourent la maladie d'Alzheimer. Thierry Pepersek accède au grade de docteur en médecine à l'ULB avec la plus grande distinction. Il obtient la spécialisation en médecine interne avec compétences particulières en endocrinologie. S'ensuit une compétence et une spécialité en gériatrie, avec pour couronner le tout une thèse de doctorat sur la gérontologie en 2007. Il a obtenu de nombreux prix. Il a été président de la Société belge de gérontologie et de gériatrie et il fait partie de multiples instances qui se penchent sur la vieillesse et la gériatrie. Il a été parmi les premiers gériatres qui ont fait éclore la gériatrie comme spécialité spécifique et reconnue en Belgique. Il s'est intéressé particulièrement à l'âge avancé et le diabète, les prescriptions médicales inappropriées chez les personnes du 3e et du 4e âge, et aussi à la dépression du vieillard. Thierry Pepersek est actuellement professeur à la faculté de médecine de l'ULB. Il y occupe la chaire de gériatrie. Pour ce qui est de ses activités professionnelles, il est chef du service de gériatrie au centre hospitalier universitaire Saint-Pierre. Sur base de témoignages de médecins traitants, son approche des patients gériatriques se caractérise par une empathie exemplaire et une priorité thérapeutique qui vise avant tout la qualité de vie. Monsieur Pepersek, à vous la parole. Voilà. Merci beaucoup, professeur Ferrand. Ce sont des propos très élogieux et donc ça met la pression. Il faut maintenant que je sois à la hauteur pour vous parler finalement de choses graves. Et malheureusement, nous allons parler de choses graves dans les minutes qui vont suivre, puisqu'on va parler d'une maladie qui parfois peut faire peur. Et donc, en termes de prologue, quand on veut parler d'une maladie, la première chose qu'il faut faire, c'est la définir. Et donc, je vais vous donner la définition d'une maladie d'Alzheimer. Et avant ça, peut-être, bien souvent, on parle de l'épidémiologie, c'est-à-dire la répartition de la maladie dans une population. Je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais vous voyez que finalement, c'est une maladie dont l'incidence augmente, et même de manière exponentielle dans les âges avancés, après 75 ans. Et donc, cette maladie est vraiment un problème de santé publique. C'est une véritable épidémie. Et comme le facteur de risque premier pour développer une maladie d'Alzheimer est l'âge et que notre population vieillit, c'est réellement un problème de santé publique puisque ça va être une épidémie dans la population des pays à haut standard de vie comme le nôtre. Alors, ceci peut faire peur, ce sont les critères diagnostiques d'une maladie d'Alzheimer. Alors, n'ayez pas trop peur, je vais essayer de vous traduire tout ça, parce que vous savez que les médecins ont toujours un jargon. Il paraît que les avocats, c'est pire. J'espère qu'il n'y a pas trop d'avocats ici. Mais donc, il y a un jargon. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que le patient développe une maladie d'Alzheimer? Mais vous voyez que ça se caractérise par l'apparition de troubles cognitifs multiples. Les troubles cognitifs, c'est les troubles de la mémoire, de l'orientation, etc. Mais ce qui caractérise la maladie d'Alzheimer, c'est que ça commence par des troubles de la mémoire. Et bien souvent des troubles de la mémoire immédiate, qu'on dit aussi les troubles de la mémoire épisodique. Mais ça ne suffit pas, parce qu'à partir de 40 ans, nous perdons tous la mémoire, et donc on est, heureusement, je pense, pas tous porteurs d'une maladie de ce type. Il faut également qu'il y ait d'autres anomalies cognitives, et parmi les autres anomalies cognitives, on peut avoir ce qu'on appelle une aphasie. Une aphasie, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié, en fait, au langage, à la compréhension du langage, ou à l'expression du langage. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une apraxie. Pour ceux qui ont fait du grec, vous savez que le A, c'est l'alpha privatif. Et donc ça, ce sont des troubles des mouvements. Et par exemple, au début, ce sont des gens qui savent plus s'habiller. Ils viennent avec un pantalon à l'envers, comme le roi Dagobert, ou bien ils vont avec un veston mal boutonné. D'ailleurs, je n'ai pas boutonné mon veston. Et en fait, ça, c'est l'apraxie pour l'habillage. À la consultation, ils arrivent comme ça. Et puis aussi, ils sont agnosiques. Et l'agnosie, c'est quoi? C'est le fait qu'ils n'ont pas conscience d'eux. Et par exemple, bien souvent, ils n'ont pas conscience de leur maladie. C'est ce qu'on appelle anosognosie. Et pour ceux qui ont entendu les nouvelles par rapport à l'ancien président Chirac, on dit qu'il est anosognosique. C'est un problème qu'il faut savoir reconnaître parce que ça rend parfois plus difficile la prise en charge de ces patients, puisque eux, bien souvent, quand ils viennent, ils sont amenés par quelqu'un de la famille.
et la famille veut tout de suite prendre la parole pour nous aider, pour aller plus vite. Mais je dis, écoutez, je vais d'abord parler à votre papa. Et je lui dis, vous avez des problèmes de mémoire? Et il regarde sa fille, il dit, j'ai des problèmes de mémoire, moi. Donc ça, c'est la nosognosie, le fait qu'il ne s'en rend pas toujours compte, et c'est une des caractéristiques. Mais cette agnosie peut toucher également d'autres caractères, et parfois ils ne reconnaissent plus non plus dans les formes ultimes de la maladie, notamment parfois leur famille, ce qui est aussi quelque chose de difficile. Et puis, ce qu'on voit aussi comme troubles, ce sont des troubles des fonctions exécutives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction exécutive? C'est la capacité de programmer une tâche pour arriver au bout de la tâche. Par exemple, une recette de cuisine. Voilà un exemple de fonction exécutive. Quand vous y réfléchissez, c'est pas si simple de faire une recette de cuisine. Il faut réfléchir aux aliments qu'il faut aller acheter, à la manière dont il faudra les agencer, les cuire pour faire finalement un repas qui fait que vos amis viendront encore manger à la maison chez vous. Donc c'est une fonction exécutive qui est difficile. Et donc quand les patients viennent à la consultation avec des troubles de mémoire, on demande aussi comment elles se produisent, ces troubles de mémoire. Et dans la maladie d'Alzheimer, une des caractéristiques, c'est très progressif. Et donc les questions sont ceux-là. Vous avez des troubles de mémoire? Quel type de trouble? Est-ce que c'est la mémoire immédiate? Est-ce que c'est s'est installé de manière progressive? Et puis encore, est-ce que ça a des répercussions sur les activités de votre vie quotidienne? Est-ce que vous avez des problèmes pour utiliser le téléphone, la télécommande de la télévision? Moi, je ne sais pas le faire, mais c'est parce que je suis contre la télévision. Mais c'est aussi une fonction exécutive qui peut être parfois difficile. Et puis après, ce qu'on peut aussi voir, mais ce n'est pas dans les définitions, on questionne bien souvent aussi parfois sur des troubles du comportement dont on pourrait parler plus tard, mais qui ne sont jamais dans les premières années de l'évolution de la maladie. Et puis après, il y a aussi des critères d'exclusion, ça c'est très médical, mais c'est ce qu'on appelle en gros les fausses démences. On peut avoir un cerveau qui fonctionne moins bien parce qu'on a une glande thyroïde qui ne fonctionne pas bien, parce qu'on a des carences en certaines vitamines, parce qu'on a des encéphalopathies, etc. Ça c'est le problème médical et c'est ce qui justifie que bien souvent, en tout cas dans les recommandations internationales, il faut au moins faire 3 choses pour aller plus loin dans le diagnostic. C'est d'une part une imagerie cérébrale, c'est aussi un testing neuropsychologique qui dure bien souvent 2 heures pour essayer de voir quelles sont les parties de la mémoire qui sont atteintes, parce qu'il y a beaucoup d'autres maladies de la mémoire que la maladie d'Alzheimer, qui est quand même la plus prévalente, c'est 60% des maladies de la mémoire qu'on peut rencontrer. Et on fait aussi donc une prise de sang chez ces patients-là. Et ça, c'est en gros la manière dont il faut faire. Et quand on couple une bonne anamnèse, donc une bonne histoire, une bonne interrogatoire du patient, un examen physique, une imagerie cérébrale, un testing neuropsychologique, une prise de sang, eh bien, on fait le diagnostic dans 90% des cas. Je vous parlerai de ça, mais vous savez que la médecine n'est pas une science exacte, que tous les moyens qu'on a à notre disposition n'ont jamais de valeur prédictive positive et négative de 100%. Mais c'est pas mal, finalement, en médecine, de se tromper qu'une fois sur 10. Alors, si je vous montre ces définitions, c'est parce qu'une des premières fragilités de ces patients atteints de maladies de la mémoire, c'est qu'on les appelle déments. Et ça, c'est vraiment un petit peu triste parce que je vous ai expliqué, dans la définition que je viens de vous donner, à aucun moment on parle de troubles du comportement qui pourraient les assimiler à des déments, en tout cas sur le plan littéraire. Et pourtant, si vous voulez prendre la documentation sur les bibliothèques américaines et dans toutes les publications scientifiques, il faut mettre dementia. Et en anglais et en néerlandais, le mot dementia n'a pas cette connotation péjorative que celle qu'on peut accorder lorsqu'on est littéraire et qu'on imagine que c'est des gens qui ont des comportements tout à fait aberrants. Alors, toujours pour un petit peu définir la maladie, vous voyez ici Alois Alzheimer. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je vais vous parler surtout du vécu au quotidien de la prise en charge de ces patients et des problèmes éthiques que cela peut générer. Mais en gros, on a bien défini, déjà depuis 1905, Alzheimer avait défini cette maladie, montrait qu'il y avait au début une atteinte au niveau du lobe temporal interne dans une partie du cerveau qu'on appelle aussi l'hippocampe parce qu'il a la forme d'un cheval marin et c'est là que siègent essentiellement les fonctions de mémoire immédiate et c'est à ce moment-là que cette maladie commence. Alors Alois Alzheimer avait décrit ça chez une femme d'une 50aine d'années. Vous savez que actuellement, quand on parle de maladie d'Alzheimer, on dit souvent maladie de type Alzheimer parce que la majeure partie des cas, on les voit apparaître après 75 ans. Mais il y a des formes préséniles. C'est
la même maladie, en tout cas sur le plan de l'observation du cerveau, avec les mêmes anomalies de protéines anormales qui s'accumulent dans le cerveau, comme la bêta-amyloïde 42 et la protéine tau hyperphosphorylée, sauf qu'elle paraît beaucoup plus jeune dans les formes préséniles. Et dans les formes préséniles, il existe des anomalies génétiques qui sont identifiées. Il y a au moins 3 anomalies génétiques identifiables, et, tandis que dans les formes, après 75 ans, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que si vous avez chez vous quelqu'un qui a fait une maladie d'Alzheimer à 80 ans, il n'y a pas beaucoup de risque que ça soit vraiment quelque chose de familial. Il y a un petit risque, mais pas beaucoup. Par contre, si vous avez un papa qui a développé une maladie d'Alzheimer à 50 ans, là, vous avez probablement le gène et vous risquez de suivre. Et donc, ça pose déjà un problème éthique. Est-ce qu'il faut alors rechercher le gène pour savoir si vous êtes porteur? Actuellement, au niveau de la commission de bioéthique, on n'a pas décidé de le faire et que l'INAMI, en tout cas, ne le remboursera pas. Et pourtant, je pense que si j'étais dans la situation, j'aimerais bien savoir comment je vais évoluer pour pouvoir vivre maintenant et pas attendre 50 ans pour vivre si c'est des formes préséniles. Alors, dans la maladie d'Alzheimer, il y a des facteurs de risque pour l'être. Le premier, c'est l'âge, mais vous savez que presque toutes les maladies chroniques qui envahissent les hôpitaux ont comme facteur de risque premier, c'est l'âge. C'est le cas des maladies de la mémoire, c'est le cas de l'hypertension, de la défaillance cardiaque, de l'arthrose, de l'ostéoporose, et des diabètes aussi, parce que finalement, le diabète juvénile, c'est quand même 15% ou 10%, tous les autres, c'est des diabètes de maturité. C'est aussi le fait que les femmes sont plus à risque de développer cette maladie que les hommes. Enfin, les hommes ont d'autres maladies qui sont plus fréquentes, comme le Parkinson, etc. Donc, je pense qu'on ne doit pas demander de changer de sexe. C'est le fait d'être porteur d'une mutation d'un gène de la polyprotéine E. C'est le fait aussi d'avoir des traumas crâniens. Vous savez que tous les boxeurs finissent déments au parkinsonien. Je vais revenir sur cette notion, mais vous savez que chaque fois que ces boxeurs sont KO, on dit que c'est le sport noble, mais ils perdent des milliers de neurones. Or, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie où on perd le nombre de neurones. Les neurones sont les cellules cérébrales, mais aussi les connexions entre les neurones qu'on appelle les synapses. Et donc, si vous avez déjà une maladie qui s'installe, mais qu'à chaque coup de poing, vous allez perdre des milliers de neurones, même si on a 1 million de milliards de neurones, vous allez perdre votre réserve cognitive. Et puis, avant, on disait qu'il y avait 2 grands types de démence. Il y avait les démences vasculaires, ce qu'on appelait l'artériosclérose, et puis la démence d'Alzheimer, qui est en fait une maladie dégénérative. Et donc, on utilisait le fait, est-ce qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire? Vous savez que vous connaissez ce concept. Les médecins se sont émus qu'il y avait beaucoup de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire que les vaisseaux qui se bouchent, soit au niveau cérébral, soit au niveau du cœur, soit au niveau des membres inférieurs. Et on a défini des facteurs de risque, comme le tabac, le stress, la sédentarité, l'hypercholestérolémie, l'obésité, le diabète quand il n'est pas bien équilibré, etc. Maintenant, on a montré que tous ces facteurs de risque cardiovasculaire étaient aussi des facteurs de risque indépendants pour développer une maladie d'Alzheimer. On ne connaît toujours pas bien la cause de cette maladie, mais manifestement, on sait qu'il existe aussi des lésions vasculaires, notamment au niveau des connexions entre les neurones, donc les synapses dans cette maladie. Et donc, on ne peut plus être aidé dans le diagnostic différentiel maladie d'Alzheimer versus ce qu'on appelait avant l'artériosclérose, puisque les facteurs de risque se partagent à cet égard-là. Les antécédents familiaux, mais je vous ai dit que ça concernait surtout les formes préséniles, et l'obésité, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des facteurs protecteurs. Alors, ce que vous faites maintenant, c'est bien. Donc, ça, c'est bien. Donc, on a intérêt, le cerveau, c'est quand même un muscle, on a intérêt. Et c'est aussi une injustice quand même sociale, puisqu'on a montré que les gens qui étaient issus de niveaux socioculturels élevés faisaient moins de maladies d'Alzheimer. Ce n'est pas tout à fait correct. Mais le concept actuel dans cette maladie, c'est qu'en fait, une maladie d'Alzheimer met peut-être 20 à 30 ans à s'installer. Et maintenant, il existe des biomarqueurs, ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui, mais si on me fait une ponction lombaire, on peut voir si j'ai déjà des marqueurs de la maladie d'Alzheimer. J'espère que je ne le suis pas encore, mais j'ai peut-être, donc à mon âge, j'ai 60 ans, j'ai déjà un risque sur 3 d'être porteur de cette maladie. Et il faudra probablement 15-20 ans pour que je présente les premiers symptômes de la maladie, sauf si vous jugez que je les présente déjà. Et donc, c'est la notion de réserve cognitive.
C'est pour ça que si vous êtes comme ça et que vous êtes boxeur en même temps, vous allez perdre plus votre réserve cognitive. Et on sait aussi qu'il existe une plasticité cérébrale. Et donc manifestement, les gens qui ont beaucoup d'activités, qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui bougent, ça fait d'ailleurs partie du vieillissement réussi. Et donc ce niveau éducationnel, c'est peut-être une injustice de la nature, mais donc vous avez intérêt au cours de votre vie à beaucoup réfléchir. Et finalement, moi qui travaille beaucoup, qui ai 50 coups d'appel au téléphone par jour, je dois faire plein de choses en même temps, ça fatigue beaucoup, mais je me dis que c'est pas si mal parce que ça stimule ma plasticité cérébrale et que j'essaye de maintenir mes activités cognitives comme ça. Alors, un autre facteur protecteur, c'est l'activité physique. Et donc ça, c'est mal compris, mais il y a un couple amoureux entre le muscle et le cerveau. Et donc, les gens qui font beaucoup d'activités physiques maintiennent des fonctions cognitives, et c'est même des choses qui peuvent être rémanentes. Il y a des études qui ont montré que les teenagers américains qui faisaient beaucoup de sport quand ils étaient adolescents faisaient moins, même si après ils n'en faisaient plus, que les gens qui n'en faisaient pas. Évidemment, ce sont des études observationnelles, donc le lien de causalité ne peut jamais être affirmé, mais c'est quand même un sujet qui est intéressant, et donc continuer à bien bouger. Et puis, à un moment, en 1900, donc il y a longtemps, enfin il y a à peu près 15 ans, j'avais assisté à un congrès international d'ostéoporose, et là le grand boom, parce que vous savez que dans l'ostéoporose, pendant très longtemps, on a dit aux femmes à la ménopause, il faut prendre des œstrogènes. C'est en effet très très bon pour protéger l'os, et puis après maintenant on revient un petit peu là-dessus, mais à ce moment-là on avait dit, mais c'est aussi très bien parce que ça prévient de la maladie d'Alzheimer. Et donc, ils avaient remarqué en fait que les femmes qui recevaient à la ménopause des hormones, une substitution hormonale, faisaient moins de maladies d'Alzheimer. Alors, ils avaient fait des études in vitro, ils avaient fait des cultures de cellules cérébrales, des neurones, ils avaient mis la mauvaise protéine, la substance amyloïde toxique dans la maladie d'Alzheimer dedans, ils voyaient que les neurones mouraient, et quand dans ce milieu de culture on mettait des œstrogènes, ils mouraient moins. Et donc, ils étaient, voilà, c'est merveilleux. Et en fait, par après, on s'est rendu compte que c'était faux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un biais méthodologique et statistique. Qu'est-ce qui se passait? Quand vous y réfléchissez, les femmes qui se prêtaient aux substitutions hormonales de la ménopause étaient celles qui avaient aussi un suivi, qui faisaient des mammographies, qui faisaient du dépistage systématique des cancers gynécologiques. Et donc, ils avaient sélectionné des gens qui intrinsèquement avaient un statut socioculturel plus élevé. Et c'est comme ça que faussement, ils pensaient que les œstrogènes avaient un effet protecteur sur l'os. Il y a comme ça beaucoup d'histoires dans la médecine, et donc il faut faire très attention quand on fait des interprétations d'études qui sont finalement simplement des études observationnelles. Donc vous savez que quand vous avez des études observationnelles, où vous constatez quelque chose vous faites une photographie d'une population, vous ne pouvez jamais tirer des liens de causalité, sinon vous allez dire que ce sont les cigognes qui apportent les enfants. Vous savez qu'on a remarqué en Alsace que les maisons, il y avait beaucoup de cigognes sur les toits, il y a beaucoup plus d'enfants. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est comme ça. L'explication est qu'évidemment, les grandes maisons où il y a beaucoup d'enfants, les grandes maisons ont plusieurs cheminées, et donc il y a plus d'opportunités pour les cigognes d'aller y mettre leur nid. Mais donc faites attention dans l'interprétation, mais donc on avait à un moment pensé qu'on avait là un argument supplémentaire pour inciter les gens à faire une substitution hormonale à la ménopause. Une autre chose qui est correcte, c'est que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, que les gériatres comme moi n'aiment pas du tout parce que ça donne plein d'effets secondaires, des ulcères d'estomac, de l'hypertension, de l'insuffisance rénale, de la défaillance cardiaque, etc. Mais il y a des maladies qui doivent en prendre presque toute leur vie. Peut-être un peu moins maintenant qu'il y a des nouvelles molécules, mais par exemple l'arthrite rhumatoïde. Si vous voyez les autoportraits de Renoir à la fin de sa vie, où il doit attacher ses pinceaux sur ses doigts tout à fait déformés, ces gens, ils souffrent sans arrêt, et donc ils consomment beaucoup d'anti-inflammatoires, et ces gens font beaucoup moins de maladies d'Alzheimer. Et donc là, il y a aussi peut-être un argument pour penser que ça pourrait agir, et on sait bien que dans l'éthiopathogénie, donc la source de cette maladie qu'on ne comprend pas encore, mais il y a des phénomènes inflammatoires, et que les anti-inflammatoires pourraient éventuellement avoir un effet protecteur. Alors, il y a un autre effet protecteur dont on a beaucoup parlé, c'était le tabac. Parce que dans le tabac, il y a la nicotine, et dans le cerveau, il y a des récepteurs à la nicotine. Et dans les études observationnelles, les gens qui fument font moins de maladies d'Alzheimer. Et c'est vrai. Mais pourquoi ils font moins de maladies d'Alzheimer? Parce que la maladie d'Alzheimer apparaît après 75 ans. Et donc, si vous fumez, vous avez statistiquement plus de chances de mourir de votre infarctus ou de votre bronchite chronique ou de votre cancer du poumon. Mais il n'y a finalement aucune réalité à part celle-là. Et donc ça, c'est un choix de vie.
Et puis on a dit la même chose au niveau de l'alcool, parce que vous savez que l'alcool, les médecins, ils sont très indulgents par rapport à l'alcool. Hein. Vous êtes au courant. Ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la définition de l'alcoolisme. C'est le patient qui boit plus que son docteur. Non, la définition de l'OMS est différente, je peux vous la donner. Mais j'ai quand même encore Enfin bon, je ne vais pas insister là-dessus. Mais donc l'alcool, c'est antioxydant. On a aussi parlé du paradoxe français qui a aussi été démis après comme hypothèse. Mais comme c'est antioxydant et que dans les maladies dégénératives, il y a des phénomènes d'oxydation qui peuvent détruire les cellules cérébrales, on se dit, ben, ça doit être bon. Mais l'explication est la même, évidemment. Quand vous buvez, vous faites plus d'accidents vasculaires cérébrales, plus de fibrillation auriculaire, plus de cirrhose, etc. Et donc, finalement, c'était pas tellement bien parce que j'ai trouvé ce monsieur qui trouvait que c'était bien. On avait dit que le vin rouge aidait à lutter contre l'Alzheimer et voilà que ce poivreux avait décidé de boire pour oublier, donc c'était un petit peu embêtant. Voilà. Ceci pour un peu égayer l'atmosphère parce qu'on va parler de choses quand même plus graves puisqu'on vous avait dit qu'on parlerait de ces problèmes éthiques. La première chose qui m'apparaît importante dans cette maladie, c'est qu'on a remarqué en Belgique que, et c'est vrai dans d'autres pays limitrophes, que quand les gens développaient une maladie d'Alzheimer, on n'annonçait pas cette maladie. Et il y a des études qui ont été faites par Kurt Segers, qui est un neurologue qui travaille à l'hôpital Bruckmann, et qui montrent que 40% des gériatres et 40% des neurologues ne parlent pas de cette maladie à leurs patients. Je parle de cette période où les patients sont au début de leur maladie. Donc vous imaginez, vous allez voir un docteur qui fait un bilan au début de cette maladie, vous pouvez comprendre les choses. Alors j'ai été voir un petit peu dans la littérature comment les choses se présentaient, et manifestement, en fait, il y a une différence en fonction des pathologies. Quand les patients présentent un cancer, les médecins bien souvent parlent de ce diagnostic aux patients, et puis quand ils ont une maladie d'Alzheimer, on n'en parle pas. Une hypothèse pourrait être le fait que pendant très longtemps, il n'y avait pas de traitement, qu'il soit pharmacologique ou non pharmacologique. Et donc, pour un docteur, de manière un peu brève, on pourrait imaginer qu'une maladie qui n'a pas de médicaments donnés, on ne s'y intéresse pas. Et je pense que ça a été un peu le cas aussi. Et bien entendu, on change l'annonce diagnostique en fonction du stade de la maladie. Je pense que c'est dans les stades précoces que c'est important d'annoncer la maladie. Dans les stades plus tardifs, parfois, c'est trop tard. Les gens ne comprennent pas. Et donc, c'est important. Quand on regarde comment les familles répondent, si on demande aux familles, voilà, votre parent a une maladie d'Alzheimer, est-ce que vous voulez qu'on lui parle de son diagnostic, qu'on annonce le diagnostic? Et donc, c'est en fait 100 familles qui avaient été interrogées. Et vous voyez qu'il n'y a que 17% des gens qui trouvent qu'il faudrait parler du diagnostic à leur papa, par exemple. Et par contre, vous voyez qu'il y a finalement plus de 2/3 des gens qui considèrent qu'il ne faut pas le faire. Alors, je ne veux pas juger, il y a probablement plein de sentiments, y compris de compassion, de peur par rapport à cette maladie, mais c'est la réalité des choses, et peut-être ça aussi rend plus difficile l'annonce diagnostique si les familles, j'ai encore des familles qui disent ne dites rien. Moi, je pense que ce n'est pas correct, je vous donnerai les arguments qu'on peut avoir. Mais donc, il y a quand même, en gros, dans la littérature, des gens qui disent qu'il ne faut pas annoncer le diagnostic. Imaginez, un jour, vous développez cette maladie, et voilà que les gens disent qu'il ne faut pas vous l'annoncer. Donc, sur le plan éthique, c'est un peu difficile. Alors, évidemment, la première chose, c'est qu'ils disent, oui, mais si vous l'annoncez, c'est un risque émotionnel trop grand pour lui, il ne supportera pas. Ou bien ils disent, puisque c'est une maladie, on oublie, pourquoi vous voulez passer du temps à annoncer un diagnostic dont il va quand même oublier les propos que vous allez tenir? Et il y a aussi l'incertitude diagnostique, et ça je vous montrerai que finalement, en gros, ces trois grands arguments sont des arguments bien souvent fallacieux pour éviter finalement une situation qui peut être difficile, puisqu'annoncer un diagnostic à charge émotionnelle élevée reste difficile pour tout le monde, pour le médecin, pour la famille et pour le patient, bien entendu. Alors, le risque émotionnel a été étudié dans des études, notamment ici une étude française, et vous voyez que pour le patient, vous voyez toutes les possibilités. Et on revoit par exemple ici les mécanismes de défense que nous utilisons tous au cours de notre vie, et même au cours d'une journée parfois, lorsqu'on est devant une situation difficile et stressante ou l'annonce d'un diagnostic à charge émotionnelle élevée. Ça peut être l'indifférence, ça peut être, et ça c'est peut-être des patients anosognosiques, donc qui n'ont pas conscience de leur maladie, ils ne voient pas pourquoi on vient leur parler de ça, puisque eux n'en souffrent pas, c'est la famille parfois qui en souffre. Ça peut être l'anxiété, la nervosité, ça peut être le déni. Le déni, quand on vous annonce un diagnostic à charge émotionnelle élevée, on peut utiliser ça, on voit bien souvent ça. Si je vous annonce que vous avez un cancer pulmonaire, bien souvent les gens ne veulent pas y croire. Ou bien si on vous appelle pour dire que votre fille a un accident de voiture, vous dites mais non, ça c'est le déni.
Et puis aussi, parfois, vous verrez que les gens négocient. Si vous dites qu'il a une tumeur pulmonaire, ils disent, vous êtes sûr que ce n'est pas la séquelle d'une pneumonie que j'ai faite quand j'avais 7 ans? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils changent de diagnostic pour avoir un diagnostic qui a une charge émotionnelle qui est plus facile à gérer. Et puis l'agressivité, vous voyez la même chose pour les conjoints. Donc je pense en effet qu'il faut tenir compte de ça et connaître ça et se préparer quand on va devoir annoncer les choses. Et pour la détérioration cognitive, ça c'est très clair. Moi je vous parle de maladies débutantes. Ces gens, ils retiennent ou ils oublient la même chose que quelqu'un qui n'a pas de maladie de la mémoire. Si quelqu'un va chez son cardiologue, qui lui explique qu'il a une hypertension artérielle, qu'il faudra la traiter pour diminuer de 30% le risque d'accident vasculaire cérébral, que c'est donc un traitement chronique, même si la maladie est asymptomatique. Enfin, il y a plein de choses à raconter, c'est important, c'est une maladie importante. L'hypertension artérielle, 60% des Belges ont ça après 60 ans, donc c'est une maladie fréquente. Eh bien, quand on regarde ce qu'ils ont retenu de la consultation, comparé à ce qu'ils ont retenu quand on fait une annonce diagnostique maladie d'Alzheimer, dans les formes précoces de cette maladie, les gens retiennent aussi bien ou aussi mal. Et donc, on ne peut pas utiliser ça comme argument pour dire « moi, je ne vais pas passer mon temps à annoncer le diagnostic chez ce patient qui reste quand même un être humain à part entière qui a droit au résultat du bilan que vous lui avez fait et aussi au diagnostic ». Et alors, l'incertitude diagnostique, ça, je vous en ai parlé un petit peu, comment on faisait un bilan, eh bien, on se trompe qu'une fois sur 10. Alors, si vous utilisez ça pour ne pas annoncer, ça veut dire que finalement, vous allez probablement mentir beaucoup dans votre vie et par rapport à la communication que vous allez être avec le patient, ce n'est pas une bonne chose. Alors dans les arguments pour, ben, c'est assez évident et vous avez compris que je pense qu'il faut annoncer le diagnostic et de manière générale je le fais tout le temps, même quand la famille éventuellement rechigne à cela, mais c'est une manière de maintenir une relation de confiance avec son patient. Et vous verrez que ça correspond aussi au droit de savoir du patient. Il y a des études qui ont interrogé les patients qui avaient une maladie débutante et en fait, ils veulent savoir. Mettez-vous à leur place. Je pense que vous aussi, vous aimeriez bien avoir un médecin devant vous qui vous dit la vérité quand vous avez été consulté pour des troubles de mémoire. C'est une manière aussi de déstigmatiser la maladie. Donc ça, je crois que c'est intéressant. Ce que je dis ici s'applique aussi, à mon avis, à d'autres maladies à charge émotionnelle élevée. Ça. Le désir de savoir, vous voyez aussi que 92% des patients, en fait, ils veulent savoir. Les aidants, quand on demande à l'aidant, est-ce que vous voulez aussi qu'on vous mette au courant de la maladie de votre parent, bien, c'est aussi 98%, mais quand même 26% souhaitent qu'on cache le diagnostic aux patients dans cette étude-là. Ça, je crois qu'il ne faut pas trop jouer ce jeu-là. Donc, le premier message à reprendre à la maison, le tome, j'ai été formé en Suisse, mais il fallait terminer les exposés, enfin les chapitres par des tomes, donc les take-home message. Et donc, ce premier acte, c'est que finalement, l'annonce a globalement un impact positif. Les risques, évidemment, doivent être appréciés et l'annonce doit être un véritable acte médical qui nécessite finalement un abord technique. Et donc, ça, je pense que c'est le premier message que je voulais vous proposer. La deuxième chose, c'est donc de faire du diagnostic, de l'annonce diagnostique, cet acte technique. Et ce que je vais dire ici pourrait s'appliquer à d'autres annonces, même dans votre vie, même si vous n'êtes pas médecin. Et donc, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, c'est évidemment toujours éprouvant pour le patient, pour sa famille, j'en ai parlé. Et donc, l'idée, c'est d'en faire un acte médical à part entière pour limiter l'impact traumatisant. Mais bien entendu, ça nécessite du temps, il faudra préparer, il y a une réflexion spécifique à chaque patient. Et quand une après-midi, j'ai une consultation de gens qui reviennent après le bilan pour qu'on fasse une annonce, je dois essayer de prendre le temps, de me dire au fond quelles étaient les plaintes de départ, qui était le patient, quel était son environnement, quelle est aussi sa capacité de comprendre son désir, etc. Et dans la littérature, par rapport à ces annonces diagnostiques à charge émotionnelle élevée, on dit que c'est un processus qui est diachronique, donc en 3 étapes. C'est bien entendu avant l'annonce, et je vous dis que je dois me préparer, je dois m'assurer que j'aurai le temps aussi de faire cette annonce. Pendant l'annonce, il faut savoir délivrer une information, savoir gérer aussi les réactions, les mécanismes de défense des patients. Et bien entendu, on n'annonce pas pour annoncer, il faut aussi faire en sorte qu'on fait des situations post-annonce. Et nous avons aussi des psychologues qui suivent les patients après, parce qu'on ne sait pas raconter tout en une fois par rapport à cette maladie, mais il faut aussi voir comment ces patients vont évoluer. Donc avant l'annonce, j'essaye d'identifier qui c'était ce patient que j'ai parfois vu 3 semaines avant, le temps qu'il fasse son bilan et qu'il revienne chez moi, connaître ses conditions de vie, évaluer un concept que je ne pense pas qui est traduit en français, qu'on appelle le coping. Le coping, c'est quoi? C'est la capacité qu'on a de réagir à des déséquilibres psychologiques. Et on a tous ces caractéristiques et sa manière de réagir
par rapport à ça, et donc il faudra préciser, se souvenir, est-ce que c'est un patient qui a un coping confrontant ou évitant, je vais vous en parler. Et puis préparer aussi les premières phrases de l'annonce, ça doit se construire, et on n'annonce pas de la même manière en fonction des patients et de leur histoire de vie, de leur ethnicité aussi, donc c'est important. Et donc ça, c'est des choses dont je vous ai parlé. Il faut aussi essayer d'évaluer de ce que la famille sait exactement de cette maladie, et vous serez étonné, en général, les gens savent très bien. Et d'ailleurs, parfois, ils ne viennent pas pour recevoir l'annonce, c'est pour confirmer que c'est bien ça. Ils ont été voir sur Internet, vous pouvez faire un diagnostic en allant voir sur Internet, et donc voilà. Il faudra aussi choisir les mots pour faire cette annonce, et je vous proposerai un glossaire de mots qu'il faut dire et des mots qu'il ne faudrait pas dire, et qui malheureusement sont encore trop souvent dits par rapport à ça. Et alors aussi, si finalement cette consultation est partie d'un événement particulier, peut-être construire à partir de ça, c'est des choses qu'il faut construire pas à pas. Alors pendant l'annonce, à qui il faut annoncer? Au patient en premier. C'est la relation, c'est le patient, donc il faut annoncer au patient. Et il faut lui demander aussi, s'il est accompagné, s'il est d'accord qu'on partage éventuellement l'information avec la personne qui l'accompagne. J'ai un ami qui est le professeur Bachrine qui travaille à Reims et qui a été un des précurseurs des cliniques de la mémoire, et il me racontait qu'il y avait en fait un anesthésiste de son hôpital qui avait 64 ans et qui avait des troubles de mémoire, qui était venu à son consultation, et donc on lui avait fait un bilan, et le bilan confirmait qu'il avait une maladie d'Alzheimer débutante, et il revient pour les résultats, mais le professeur, il est en congrès quelque part, donc c'est l'assistant qui le reçoit, qui donne les résultats, et puis il rentre chez lui à la maison, et 2 heures après, il y a un coup de fil de la femme de l'anesthésiste qui dit « Mais qu'est-ce qu'il a, mon mari ?» L'assistant, par téléphone, donne le résultat, et la femme va vider le compte en banque et demande le divorce. L'anesthésiste qui travaillait encore, parce qu'une démence d'Alzheimer débutante, c'est pas une forme terminale, porte plainte. Qu'est-ce qui est condamné? Le médecin. Donc il faut donner le diagnostic au patient et demander à qui, avec qui, en tout cas dans les formes débutantes. Je ne parle pas des formes où là il y a toute une infrastructure avec des infirmières, etc., où là il faut expliquer quel est le problème médical qu'ils doivent gérer, mais dans ces formes dans ces formes-là, il faudra faire attention. Donc ça, c'est important. Je vais passer plus vite là-dessus. Je vous avais promis un glossaire de termes recevables, donc il faudra utiliser des mots qui qualifient la personne comme une malade. Il ne faut pas faire d'angélisme, c'est bien une maladie. Ceux qui parlent de la maladie et non de son état. Donc quand vous dites démence, d'ailleurs en plus c'est pas vrai. Je vous ai montré que dans les critères diagnostiques au départ, ils sont pas déments en termes littéraires, et donc ça me semble pas une bonne idée. Ceux qui parlent de la situation maintenant et pas de ce qui pourrait arriver demain. Tous les patients chez qui on diagnostique une maladie ne terminent pas grabataires avec des escarres dans des maisons de repos, ça reste une minorité. Ceux qui expliquent la maladie, ceux qui parlent de la prise en charge et ceux qui permettent de dialoguer. Alors les termes mal reçus, c'est ceux qui parlent d'emblée du stade terminal, ceux qui assimilent la maladie à la folie, donc notamment ce terme démence qui me semble pas bien à propos, ceux qui annoncent d'emblée brutalement un processus inexorable, ceux qui se cachent derrière un jargon, les médecins sont très forts pour cela, et ceux qui entretiennent un vocabulaire dépassé et humiliant. Et donc voici, le terme à éviter, c'est démence. C'est démence sénile. D'ailleurs, ça n'existe pas. Je vois encore dans des hôpitaux académiques, universitaires, ces mots dans les dossiers. Ça n'existe pas. Je vous mets au défi de trouver le terme démence sénile dans les critères DSM-4 ou sur PubMed. Ce sont des mots dépassés et humiliants. Le terme dégénérescence, ça tout le monde ne comprend pas, mais ils comprennent que c'est pas bien. Dégradation intellectuelle, c'est pas vraiment des choses à faire. Incurable, inexorable. Alors évidemment, quand on pense au risque émotionnel, si vous allez chez un docteur qui vous dit que vous avez une démence sénile, dégénérative, inexorable, etc., ça c'est clair, vous allez vous jeter sous le tram après. Mais, donc, mais ça se fait, hein, on entend ça. Hein, donc, et dans les dossiers, démence sénile, on trouve ça encore partout. Et donc parler de vérité, ne cachez pas la vérité aux patients, c'est utile, d'autant plus que vous allez leur prescrire parfois des médicaments, et s'ils ont l'intelligence de regarder, c'est pas toujours bien de le faire d'ailleurs, mais la notice du médicament, il est marqué traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer en toutes lettres. Alors pour le coup, si vous lui annoncez pas sa maladie, là c'est aussi pas très bien. Il va le découvrir tout seul à la maison. Il va se dire que quand même on l'a floué dans cette entreprise, et donc ça me semble dangereux. Et donc vous pouvez expliquer que c'est une maladie de la mémoire
des troubles de la mémoire, etc., et de ce qui se passe maintenant. Alors, on dit aussi qu'il faut essayer d'avoir une annonce que l'on dit dialogante, donc trouver des mots neutres, mais donc ici je vous ai donné le glossaire. Et alors, ce qui est important quand vous annoncez un diagnostic difficile, c'est le cas aussi des cancers ou des leucémies, etc., c'est de toujours, à la fin de la consultation, terminer par une proposition, et une proposition qui est positive. Même si le patient trouve que les choses sont catastrophiques. Finalement, si on a fait ça, c'est parce qu'il y a des traitements, parce qu'il y a une prise en charge. Et donc, il faudra insister sur cet aspect-là des choses si vous voulez que les choses se passent bien. Savoir gérer les émotions, je vous ai parlé, il faut connaître ces mécanismes de défense que vous utilisez, que moi j'utilise, le déni, la négociation, aussi parfois la révolte, hein, donc c'est normal. Une fois, j'avais été appelé dans mon hôpital parce qu'il y avait un jeune monsieur marocain qui s'était disputé avec son père, et son père terminait sa vie, il était dément, il terminait sa vie, il était revenu du Maroc pour voir son père, et son père était mourant. Et donc le pardon ne sera plus jamais là, et j'étais appelé par les infirmières parce qu'il chotait dans le plâtras du mur, et on voyait ce mur se déliter. Et les infirmières ne savaient plus quoi faire, parce que ça devenait quelqu'un d'agité. Et en fait, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est « mais je comprends votre révolte ». Parce que quand vous y réfléchissez, c'était révoltant cette situation. Donc si vous montrez que vous comprenez sa révolte, ils arrêtent de démolir le mur. Donc c'est bien aussi pour l'hôpital, mais c'est surtout bien pour le patient. Et donc je pense que cette manière de faire est utile. Et j'aime beaucoup ces diapositives-là parce qu'on dit qu'il y a plusieurs types de réactions émotionnelles. Et donc il y en a une qui est l'apathie. Donc nouveau on retrouve l'alpha privatif, hein, et pathos c'est la souffrance. Et donc ça c'est... j'espère qu'il n'y a pas trop de psychiatres, psychanalystes ici, mais donc c'est un petit peu le monsieur qui a 50 ans, qui est couché sur un divan, qui raconte tous les problèmes d'autorité qu'il a avec son papa, et derrière il y a le psychanalyste qui n'a aucune relation visuelle, et il est dans son divan, et quand le monsieur arrête de parler, il fait donc ça c'est le approbateur pour essayer de relancer. Alors n'annoncez pas un diagnostic difficile comme une maladie ou un cancer comme ça se voit, mais ça n'est pas des choses qu'il faut faire. Donc l'apathie n'est pas le beau modèle. L'antipathie, j'ai déjà fait ça, surtout quand j'étais plus jeune, c'est le patient qui dit mais c'est terrible ce que vous nous annoncez, docteur, et vous dites mais non. Donc ça c'est un déni de la souffrance du patient. Vous prenez absolument pas cause de la charge émotionnelle que ça fait. Vous pouvez aussi être sympathique. Sympathique, c'est souffrir avec. Donc le patient dit, mais c'est terrible. Mais oui, vous avez raison, c'est affreux. Ça, en plus, ça ne va pas l'aider à construire sa réaction émotionnelle. Et donc, vous avez compris que ce qu'il faut, c'est l'empathie. C'est de dire, oui, mais je comprends bien. Quand je dis ça, une fois, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas vrai, comment vous pouvez comprendre? Vous n'êtes pas à ma place. Mais donc, c'est de montrer, en tout cas, qu'on pourrait essayer de se mettre à sa place. Je ne dis plus, je comprends bien. Mais je dis, j'essaye de me mettre à votre place. Et c'est une manière d'être empathique et c'est probablement une manière de montrer qu'on reconnaît et qu'on accepte les réactions, qu'on accepte le déni. Les gens ont parfois besoin d'être dans le déni pendant 3-4 jours et puis après, ils posent des questions et puis on accepte la révolte, etc. Pendant l'annonce aussi, je disais qu'il fallait essayer de reconnaître le coping du patient. Mais vous savez qu'il y a des copings qui sont confrontants. Donc ça, c'est des gens qui vous annoncent un diagnostic et tout de suite, ils ont compris. C'est des patients où il faut être très professionnel parce qu'après, ils vont aller sur Internet et ils vont revenir pour me demander comment on en est dans les recherches sur le traitement immunologique contre la bêta-amyloïde 42, etc. Donc là, il faut être très professionnel. C'est des gens qui vont voir leur banquier, qui écrivent des directives anticipées, c'est des gens qui sont vraiment partenaires. Donc ça, c'est plutôt une très grosse charge émotionnelle immédiate, mais c'est quand même les meilleurs schémas. Et je pense qu'il faudrait essayer de reconnaître le coping. C'est-à-dire pour ça que dans un monde idéal, je pense que l'annonce diagnostique devrait être faite par le médecin de famille. Parce que nous, on est des spécialistes à l'hôpital. On voit une fois le patient en consultation, il va en hôpital de jour faire son bilan, puis on le revoit, mais on ne connaît pas toute son histoire. Or, médecin de famille, quel beau métier, ils connaissent tout, ils ont vu la naissance des enfants, etc. Et à mon avis, ils connaissent beaucoup mieux le coping et l'histoire des patients que moi. Et donc, c'est ma fragilité. Mais quand je dis ça aux médecins généralistes, ils disent, oui, vous savez, c'est vous les experts, nous, on ne connaît pas cette maladie. C'est vrai qu'en moyenne, dans les universités, les étudiants ont 1 ou 2 heures sur la maladie d'Alzheimer dans leurs cours. Donc, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas cette maladie.
Alors, il y a le coping évitant, ça c'est la politique de l'autruche, hein. Ce sont des gens qui ne veulent pas voir et donc qui changent parfois rien à leur habitude de vie, qui ne font pas, ils ne prévoient pas, ils ne disent pas aussi. Un bon argument pour annoncer le diagnostic, c'est demander qui va être le référent plus tard, si un jour c'est nécessaire, et aussi pouvoir faire des directives anticipées, des plans de soins anticipés. Parfois, ils changent leur comportement, ils deviennent philatélistes. Alors, j'ai rien contre les philatélistes, mais donc ils optent comme ça dans des espèces ou bien ils sombrent dans l'alcoolisme, et ils deviennent compulsifs et ils changent, c'est plus les mêmes, parce que c'est une manière de se réfugier dans une activité qui est très prenante et qui permet de ne pas voir la réalité, de ne pas faire face, et donc ils ont des copings qui sont évitants. Et alors, une chose, quand vous regardez sur PubMed coping, les médecins, ils s'amusent à voir le coping de leurs patients, mais le coping des médecins, il n'y a rien. Et je pense que si 40% des médecins n'annoncent pas, c'est aussi parce qu'ils ont eux-mêmes des gros problèmes de coping. Et je pense que là, il y a des recherches à faire et beaucoup de médecins restent quand même, disent qu'ils sont confrontants, mais il y en a beaucoup qui restent fort évitants. Alors, le troisième volet de l'annonce, c'est bien entendu après l'annonce. Et donc là, il faut inclure les partenaires de santé en fonction du stade de la maladie, prévoir l'accompagnement après l'annonce initiale. C'est pour ça qu'il y a des consultations de counseling pour les familles, pour le patient et tout ça dans les semaines qui suivent l'annonce diagnostique. S'assurer aussi de la compréhension des directives qu'on a données, savoir répéter, ça c'est vrai. Et on est fort aidé aussi par les associations de familles qui sont bien souvent des personnes extraordinaires et on a besoin de ces associations comme Alzheimer Belgique, la Ligue Alzheimer, etc. pour pouvoir soutenir et notamment dans les prises en charge non pharmacologiques de la maladie. Et donc le message ici, c'est qu'il y a finalement beaucoup d'outils qui existent, ce qui permet d'établir le diagnostic, que un message clair doit être annoncé au patient et en fonction de ce qu'il demande à sa famille et l'aide et le soignant en fonction du stade de la maladie, que c'est une approche qui est pluridisciplinaire et on est content en gériatrie d'avoir des équipes de paramédicaux importants et des psychologues aussi, et de garder en mémoire que dans l'annonce dialogante, ne soyez pas apathique, ne soyez pas antipathique, pas sympathique, mais soyez empathique. Ce sont des choses qui sont importantes. Savoir aussi que finalement, même si le patient un jour développe des caractéristiques qu'on pourrait dire démence, j'essaye de dire maladie de la mémoire, si j'ai démence d'Alzheimer, vous me reprenez, il ne faut pas le faire. C'est aussi une manière parfois de décoder les choses et j'ai un ami qui s'appelle Pierre Blanchard qui dit que les patients atteints de maladie de la mémoire naviguent dans leur passé sur les vagues de leurs émotions. Vous imaginez ? C'est extraordinaire ça. Dans les maisons de repos, parfois quand il fait soir, le soir il commence à faire sombre, il y a le phénomène du coucher de soleil. Et ces gens qui ont des maladies de la mémoire essayent de partir. Et quand vous allez à la porte, ils disent « Ah oui, mais je dois aller chez ma maman ». Ils ont peur que leur maman s'inquiète parce qu'il fait noir. Alors si l'infirmière répond, dit « Mais vous savez quel âge vous avez ? Et votre mère ? Mais elle est morte, votre mère. » Moi j'ai entendu ça. Hein. Ou bien ils disent, c'est encore plus émouvant, « Je dois aller chercher mes enfants à l'école ». Alors si vous les remettez dans la réalité et que vous ne comprenez pas qu'ils naviguent sur les vagues de leurs émotions, c'est difficile. Vous devez dire « Ah mais vous avez des enfants, mais c'est remarquable ça. Venez un peu et qu'est-ce qu'ils font vos enfants et venez dans la chambre, on va en parler. » Vous diminuez l'agressivité et l'usage de psychotropes dans toutes les maisons de retraite. Si vous enseignez ça aux soignants, c'est important. Je vous avais dit qu'on parlerait de choses graves. C'est quand même une maladie aussi, qui est une maladie qui peut amener les gens en phase terminale et à la mort. Et donc, je voudrais votre attention encore un petit peu pour vous présenter un cas clinique. Donc, c'est un patient de 84 ans qui vient en insuffisance respiratoire. Il va dans une unité de soins intensifs où on l'intube, on lui met des tuyaux partout. Et puis, finalement, il passe le cap aigu et puis on le transfère dans une salle de médecine, de gériatrie ou dans une maison de repos. Et on voit en fait un monsieur qui a une profonde altération de son état général. Il n'a plus que la peau sur les os. Il a des troubles cognitifs et la famille dit « Ah oui, il est dans une maison de repos depuis 3 ans. » Et il a cette triade, donc que vous connaissez maintenant, apraxie, aphasie, agnosie, sauf que ça touche des valeurs, des situations de base et des fonctions de base. Il est apraxique, il ne sait plus prendre un verre d'eau et le porter à sa bouche. Il est aphasique, on ne sait plus communiquer avec lui. Et quand on lui donne une injonction, on a l'impression qu'il ne la comprend pas. Je vous rappelle, c'est une maladie où on perd ses cellules cérébrales. Le cerveau est un organe vital. Et il est aussi agnosique. La famille dit, oui, vous savez, ça fait 6 mois qu'on va lui rendre visite dans la maison de repos, mais il ne nous reconnaît plus. Et il est aussi agnosique parce que si vous lui donnez une fourchette, il ne sait pas ce que c'est qu'une fourchette. Parfois, il se peigne avec la fourchette. Il ne sait pas reconnaître le morceau de viande qui est dans la... Il ne sait pas à quoi ça sert. Donc, il a quand même des déficits, une apraxie, aphasie, agnosie.
Alors, le travail en gériatrie devant ce genre de patient, et ce n'est pas le propos ici, c'est de rechercher des situations intercurrentes qui feraient que ce patient qui a manifestement une maladie de la mémoire très avancée, mais serait dégradé par des problèmes qui n'ont pas été gérés, comme une confusion aiguë, une dénutrition qui n'est pas une dénutrition terminale. La première cause de mortalité de maladie d'Alzheimer, c'est la dénutrition, ça fait partie de la maladie, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus qui fait qu'il s'est dégradé. Rechercher éventuellement une mélancolie, un syndrome douloureux, je ne vais pas aller là-dessus, mais les gériatres et les équipes de gériatrie ont des outils pour rechercher cela, et on fait ce bilan, et finalement on ne trouve rien. Et donc c'est bien quelqu'un qui a une maladie, qui n'a plus de cellules cérébrales et de connexions suffisantes que pour pouvoir subvenir à des besoins vitaux comme le boire et le manger. Oui, mais on l'a transféré dans votre salle avec un tuyau dans le nez qui va dans l'estomac pour le nourrir. Et il a déjà à 2 reprises arraché, et d'ailleurs il a été transféré avec des liens pour ne pas l'arracher, mais malgré ça il a arraché le tuyau. Et alors il est encombré parce que le gavage va dans ses poumons, etc. Et c'est un petit peu difficile. Et les infirmières disent qu'est-ce qu'on fait? Et donc il faut répondre à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est un peu difficile. Et donc ce que je vous propose maintenant pour essayer de répondre, et je n'ai pas la solution univoque pour ce genre de cas, mais si vous voulez, on va aller se promener dans ce qu'on appelle le champ éthique. Et le champ éthique, j'aurais dû mettre des coquelicots, le champ éthique, il est fait d'une part d'un cadre de référence. Et c'est les principes éthiques, je vais me permettre de vous en rappeler quelques-uns, et les valeurs. Et c'est le mode des philosophes, c'est le monde des philosophes. Et à 35 ans, moi j'ai dû gérer 132 lits de gériatrie à l'hôpital Bruckmann. Je peux vous assurer que des cas comme ça, j'avais tous les jours. Dans chaque salle, il y avait 5 salles, on avait des cas comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai été relire les philosophes. Et ça peut un peu aider, mais ça ne nous aide pas toujours parce que les philosophes, ils ne sont pas dans une salle de gériatrie. Et puis, à côté de ça, il y a plusieurs courants. Et il y a des courants qui sont utilitaristes. Donc l'utilitarisme, c'est un courant du XVIIIe siècle de politiciens et d'économistes comme Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Et c'est quoi? C'est de juger qu'une chose est bonne si on a des preuves que le résultat est bon. En d'autres termes, par rapport à ce monsieur lié dans son lit avec un tuyau dans le nez qu'il veut arracher, est-ce qu'on a des preuves que c'est comme ça qu'il faut gérer quelqu'un qui a une maladie de la mémoire, probablement terminale, puisqu'il ne sait plus subvenir à ses besoins vitaux? C'est le courant utilitariste. Assez étonnamment, donc c'est quelque chose qui existe déjà depuis le XVIIIe siècle, mais à la fin du siècle passé, les médecins ont redécouvert l'utilitarisme. Et maintenant, ça s'appelle la médecine factuelle. C'est evidence-based medicine. La médecine basée, et evidence c'est un faux ami, c'est pas sur des évidences, au contraire, c'est sur des preuves. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est voir quelles sont les preuves que c'est comme ça qu'il faut gérer ces patients. Donc, c'est difficile. À côté de ça aussi, dans votre équipe, il y aura des infirmières ou la famille qui va vous dire « mais c'est quand même la moindre des choses, puisqu'il ne sait plus boire, de lui mettre un tuyau pour lui donner à boire, puisqu'il ne sait plus manger, de lui mettre un gavage. » Ça, c'est ce qu'on appelle la morale du devoir. Et quand j'avais 17 ans, j'aimais beaucoup Kant, j'aime toujours beaucoup Kant, mais la morale du devoir, c'est on sent qu'il faut le faire. C'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Et pour vous donner, donc, on ne tient plus compte du résultat, c'est ça comme ça qu'il faut faire. Et donc, pour ceux qui se rappellent le drame d'Antigone, je vous incite à relire Anouilh, on ne lit plus passer Anouilh, mais c'est merveilleux cette pièce de théâtre sur Antigone, mais enfin il y en a certainement d'autres. Eh bien Antigone, vous savez que en fait, elle veut absolument donner une sépulture à son frère. Mais si elle fait ça, parce que c'est sa morale du devoir, elle sent qu'elle doit le faire, elle va enfreindre la loi. Et elle fait cette morale du devoir, elle le fait, et en termes de résultats, en tout cas pour elle, vous savez qu'elle va finir emmurée. Donc méfiez-vous des gens qui vont dire « mais c'est quand même la moindre des choses de ». Méfiez-vous des gens qui vous disent « mais c'est du bon sens ». Il y a des gens qui disent que la gériatrie, c'est du bon sens. Moi, je dis que je veux des professionnels autour de moi. Le bon sens en anglais, c'est le common sense. C'est le sens commun. C'est le sens qu'on peut tous avoir. Si on les confie à des professionnels qui font Bac+13 pour être gériatre, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus que le bon sens. Le bon sens, il faudra en tenir compte, mais il faut un certain professionnalisme. Et donc, je pense que bien souvent, quand vous voyez qu'on est coincé, qu'on fait une décision d'équipe pour savoir ce qu'il faut faire, c'est pas mal d'avoir cette analyse systémique, de se dire, mais au fond, qu'est-ce que les gens expriment? Et c'est qu'ils expriment leur professionnalisme, ça c'est l'utilitarisme, c'est l'evidence-based medicine, la médecine factuelle, ou bien est-ce qu'ils expriment leur morale du devoir? Et alors, la décision devra être une méthode d'analyse qui fait que ça ne sera pas un conflit, mais il y a un dilemme éthique et il doit exister. C'est normal que les choses soient difficiles, c'est toujours un papa ou une maman qui va mourir dans le service, et donc c'est difficile de prendre des décisions. Et vous savez que l'éthique, c'est pas la morale. L'éthique, c'est faire mal.
Et donc il faudra savoir comment on va faire le moins mal. Mais la seule chose cruelle, ce n'est pas l'équipe médicale ou infirmière, c'est la maladie, qui est une maladie qui est cruelle. Alors les principes, j'ai dit que je vous en parlerai. Donc par exemple la bienfaisance, la non-maléficence, ça c'est Hippocrate, hein, et ça existe depuis Hippocrate là. Et puis il y a aussi les valeurs. Et je pense que quand on discute de ce genre, de ce cas-là, même ici, on partage tous les valeurs. On a les principes, on a les valeurs. Ça fait la base du professionnalisme médical avec le respect de la vie, la compassion, l'amour, le côté sacré. Même dans les hôpitaux laïques, il n'y a pas de problème. C'est sacré la vie. Et tout ce qu'on fait devra être basé sur des données qui font que notre intervention sera en faveur du patient par rapport aux effets secondaires. L'autonomie, ça c'est nouveau. Donc l'autonomie, Hippocrate n'en parlait pas. Et même du temps de Claude Bernard, qui est un grand penseur de la médecine au siècle passé, l'autonomie n'existait pas. Ce n'était pas le patient qui décidait, c'était le grand patron qui décidait. Ça existe parfois encore, mais donc c'est en opposition avec ce privilège thérapeutique. Et bien entendu, ça nécessite la capacité pour le patient, mais aussi pour le médecin et l'équipe soignante, de communiquer, comprendre, juger, décider avec plein d'informations, sérénité et temps. On n'a plus de temps à l'hôpital, mais c'est aussi un gros argument pour faire une annonce diagnostique au début de la maladie. Ça va nous aider par rapport à ça, parce que là, on aura quand même le reflet d'un projet de vie, en tout cas du patient à un stade de la maladie plus précoce. Et bien souvent, on n'a pas ça, puisque 40% des gens n'en reparlent pas. Et les patients qui arrivent chez nous, et le cas que je vous ai présenté ici, personne ne savait quelle maladie il avait. Il savait qu'il n'était pas bien, qu'il avait probablement l'Alzheimer, comme on dit, mais il n'y avait aucune directive anticipée. Il y a des principes nouveaux. Quand j'étais jeune, à 35 ans, j'étais dans un comité d'éthique hospitalier en me disant, là, je vais trouver de l'aide. Alors, c'est très intéressant, mais c'est quand même pas toujours de l'aide de manière factuelle, parce que ça reste dans un bureau. Mais donc, vous savez qu'il y a les principes de justice distributive, d'équité, surtout dans un moment où l'argent consacré à la médecine est de plus en plus restreint. Hein, donc, notre ministre le restreint aussi. Et puis les principes de proportionnalité aussi, d'avoir un bon équilibre et accepter aussi parfois que s'il y a 5 unités de réanimation, mais qu'elles sont toutes pleines et qu'il y a quelqu'un de 50 ans à qui on va greffer un foie qui attend une place, on va peut-être faire des choix par rapport à quelqu'un de 95 ans en démence terminale. Je pense que c'est utile. La confidentialité, mais ça c'est bien souvent dans les comités d'éthique, c'est pour voir si on respecte bien la loi de la vie privée. Et puis il y a des principes nouveaux, comme la véracité, la non-violence, les droits de l'enfant, les droits de la personne âgée, et au risque de vous choquer, j'aime pas tellement ça. Je comprends bien que les gens qui veulent défendre les personnes âgées, les enfants, c'est par compassion, en percevant qu'ils ont une certaine vulnérabilité, mais sur le plan sociétal, c'est très dangereux de diviser comme ça des catégories de population, et je pense qu'une personne âgée, même avec une démence, avec une maladie de la mémoire, pardon, et bien même une personne âgée avec une maladie de la mémoire importante a toujours les droits de l'homme. C'est ça qu'il faut faire et ne pas catégoriser la population. Alors dans ce genre de cas, si on veut s'en sortir, on se dit on va aller voir les principes éthiques, et la difficulté c'est qu'il y a une opposition entre ces principes de manière intrinsèque. Et par exemple l'autonomie et la bienfaisance, je vous donne un cas non gériatrique, c'est un témoin de Jéhovah qui a une anémie sévère, dont il va mourir. Et ce monsieur, il faut le transfuser. On n'a pas d'autres moyens actuellement. Et donc, vous allez chez lui, il dit non. Et qu'est-ce que vous faites? Actuellement, la loi nous dit qu'il faut respecter son souhait. Il faut bien l'informer de la gravité, qu'il va faire un AVC, un infarctus et mourir. Mais si c'est un enfant de témoin de Jéhovah, qui est dans la même situation, et que les parents ne veulent pas que vous le transfusiez, actuellement, on dit qu'on peut bafouer l'autonomie des parents en prenant comme argumentaire que l'enfant de 7 ans n'a pas les capacités de discernement pour juger de ce que c'est que la gravité de son état, que si ses parents ont une idée un peu particulière, on ne doit pas le faire souffrir à cause de ça, et donc on peut bafouer cela. Donc ce sont des choses qu'on voit souvent en gériatrie, parce que parfois il y a des personnes âgées anosognosiques qui ont déjà été 3 fois renvoyées à la maison, mais ça ne se passe pas bien parce qu'ils n'ouvrent pas la porte aux soignants et qu'on ne sait plus les gérer, et donc on décide de les placer, mais c'est contre leur gré. Et donc on bafoue l'autonomie de ces personnes âgées, mais parce que sinon c'est de la non-assistance à danger, comme un enfant de témoin de Jéhovah chez qui on respecterait éventuellement les souhaits de ses parents. Et donc vous avez compris que l'éthique c'est quand même passionnant, mais ça doit rester toujours une discussion qui est basée sur les intérêts des patients. Alors,
j'avais aussi été lire des bioéthiciens, et les bioéthiciens, donc ce n'est pas des gens très cliniques non plus, ils disent que par exemple, il n'y a pas de différence entre renoncer à un traitement ou l'interrompre. Je vous rappelle que le patient sur lequel on discute, c'est un monsieur qui a une sonde nasogastrique et que je dois donner la réponse, est-ce qu'on enlève cette sonde pour le nourrir, sachant que alors il va mourir. Oui, je n'ai pas fait de lapsus, ou bien est-ce qu'on la garde? Et vous allez voir que c'est très difficile, je vais passer cette dia-là parce que le temps avance. C'est très difficile, pourquoi? Parce que la nutrition fait partie de ce qu'on appelle un déterminant éthique. Et donc vous avez compris qu'il y avait en éthique, il y avait les principes, il y avait les courants éthiques, il y avait les valeurs, mais il y a les déterminants. Et la nutrition, c'est extrêmement symbolique. D'ailleurs, il suffit de voir, d'ailleurs je suis grand-père depuis pas longtemps, quand je vois ma fille, les premières semaines, on pèse le bébé, on est paniqué. Pourquoi? Parce que nourrir, c'est la vie. Et donc, si vous enlevez cette sonde nasogastrique, ce qu'il faudra probablement faire, sans dire à la famille devant quoi on est, ce que vous faites, il y a plein de services gériatriques qui ont des plaintes de familles, et c'est parfois beaucoup plus difficile aussi en fonction de l'origine culturelle et ethnique des familles qui ont du mal à comprendre ça, puisque c'est la moindre des choses de continuer à le lier pour l'alimenter, alors qu'il est quand même en fin de vie. Et donc, quand vous touchez à ça, vous allez avoir beaucoup de soucis. Et donc, vous allez rompre une relation de confiance parce que vous allez toucher à quelque chose de plus que de la médecine, qui est un symbole, un déterminant de la vie. On va quitter le champ éthique et simplement, je vais aller vite. Je vous avais dit que alors j'avais besoin de médecine factuelle. Moi, je suis un professionnel, donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est difficile, vous imaginez, faire des études cliniques chez des patients dans cet état-là. Même les comités d'éthique vont nous les refuser. Alors ici, pour répondre à la question, est-ce que si j'enlève cette sonde nasogastrique, il va mourir de faim? Mourir de faim, vous imaginez, ça a une conception symbolique aussi. Et donc, pour ça, je vous encourage à aller voir les travaux notamment de Bruera, qui est un médecin qui travaille à Edmonton. Et en fait, il montre que finalement, dans ces situations-là, les gens n'ont plus faim. Ils ont tous des syndromes inflammatoires, des réactions avec des cytokines, etc. Ces gens, d'ailleurs, s'ils meurent de dénutrition, c'est parce que ces gens, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont cachectiques dans leur maison de repos, et que donc utiliser l'argumentaire qu'ils vont sentir la faim pour dire qu'il faut garder ces gens liés avec une sonde, c'est un mauvais argumentaire. Même chose, est-ce qu'ils meurent de soif? Ça, c'est mourir de soif, c'est aussi dans le parler quelque chose de difficile, de mourir de soif. Est-ce que si vous enlevez cette sonde nasogastrique qui meurt de soif, je pense que je vais aller assez vite sur ces diapositives, mais vous montrer qu'il existe des petites études, il faut reconnaître que ce sont des petites études, qui essayent de déterminer la fréquence de la soif en fin de vie. Donc c'est un peu dur ce que je vous raconte là, mais donc ce sont des services de soins palliatifs qui évaluent des questions importantes, de savoir si, quand on coupe l'eau chez ces patients-là, en tout cas les alimentations artificielles, ils vont ressentir la soif, ressentir la faim. Et on voit en fait que dans 100% des cas, si on fait des techniques de soins palliatifs, on ne doit pas recourir à des procédures assez invasives, comme une sonde nasogastrique, comme une perfusion, etc., que ce n'est pas utile. Une autre étude chez des patients qui sont cancéreux, c'est de mesurer la sévérité de la soif sur des échelles visuelles analogiques entre 0 et 100 chez ces patients, et il montre que finalement, mourir de soif, ce n'est pas vrai. Ces gens, apparemment, ne meurent pas de soif, ils meurent déshydratés, mais tous les gens qui meurent de maladies chroniques depuis que le monde est monde meurent déshydratés s'ils ne meurent pas d'accident, mais ils n'ont pas de sensation de soif. Et donc ça, c'est sur ces échelles visuologiques, elles ne sont pas à 100%, elles sont en moyenne à 40 sur 100, et donc voilà. La conclusion de cette étude, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la sévérité des symptômes qu'on pourrait attribuer à la déshydratation, finalement, et la prise de l'étude. Et pourtant, vous voyez encore plein de ces patients âgés qui meurent avec des hématomes partout, des perfusions qu'on a déjà mis 4-5 fois, qu'ils arrachent, il faut les lier, ils meurent liés. Et donc là, ils ont essayé de voir quel était l'effet de la perfusion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont même fait tous les jours, jusqu'à la fin de vie, des prises de sang pour voir la mesure du sodium, etc., enfin des marqueurs objectifs de la déshydratation. Et ils montrent qu'il n'y a aucune corrélation. Il y a des gens qui ont 3 litres de perfusion, d'autres pas, et ils n'ont pas de différence par rapport aux sensations de la soif. Donc je vais passer là-dessus. Et donc finalement, la conclusion de ces petites études, il faut bien le reconnaître, mais c'est difficile d'en faire des larges, c'est que finalement, il y a d'autres facteurs, et bien souvent en fin de vie, ce n'est plus l'osmolalité, s'il y a des médecins qui déterminent la soif, comme c'est d'habitude le cas au niveau d'un noyau supraoptique de l'hypothalamus, mais c'est la sécheresse des bouches, et c'est pour ça, si vous enlevez cette sonde chez ces patients, il faudra faire des soins palliatifs et faire des soins de bouche chez ces patients pour annihiler la soif, comme ça a été montré dans l'équipe d'Edmonton, de Bruera à Edmonton. Et donc pour un petit peu alléger cette conférence, je vous rappelle que je voyais que j'ai des références ici, c'est dans le trésor de Rackham le Rouge, et vous savez que finalement
le capitaine Haddock avait trouvé dans le grenier de son aïeul une caisse qui appartenait à Jean-François de Haddock. Et en fait, il avait lu l'histoire qui était une catastrophe parce que Jean-François de Haddock avait été capitaine d'un bateau, d'un galion dans lequel il y avait beaucoup de rhum, beaucoup de bouteilles de rhum. Et puis, il se fait attaquer par des pirates. Et voilà que ces pirates l'attachent sur le mât parce qu'il a reçu un coup de baume sur la tête. Et pendant qu'il est lié sur son mât, il voit tous les pirates qui boivent ces bouteilles de rhum. Et alors, Tintin dit, pauvre homme... non, il dit comme il a dû souffrir, et alors Tintin pense que c'est du coup de baume, non, c'est de soif. Donc je vous assure, le patient que je vous ai décrit, si vous enlevez la sonde nasogastrique et que vous faites de la médecine, et notamment de la médecine palliative aussi, eh bien, il ne va pas mourir de soif comme le capitaine Haddock le pensait, et donc c'est pas inintéressant. Alors quand je vous dis ça, ça peut vous choquer, et donc il y a des gens qui ont dit, mais écoutez, vous allez trop loin là. Et donc ici, c'est un éditorialiste d'un journal de bioéthique américain qui dit qu'il veut une réflexion éthique à propos de ces patients terminaux. Le patient que je vous décris est un patient en phase terminale. On n'a pas trouvé de cause autre que sa maladie de mémoire terminale et qui deviennent incapables d'assurer leur hydratation, leur alimentation. Il dit que les soins palliatifs prônent la sédation et l'abstention d'hydratation et d'alimentation. Ça, c'est faux. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que ici, je ne vous propose pas de faire ce qu'on appelle une sédation palliative. Il dit que c'est une dérive dangereuse au niveau éthique, légal, médical et traumatisante pour la famille. Ça, c'est clair. Si vous ne passez pas au moins une demi-heure tous les jours pendant les derniers moments de la vie pour expliquer ce qu'on fait, là, vous allez avoir des problèmes. Et il veut un débat public dans sa revue. Et donc, les gens répondent. Ici, il rappelle que la déshydratation est un processus physiologique de fin de vie, que l'alimentation artificielle n'est pas justifiée, sauf si la soif n'est pas traitable par d'autres moyens, mais vous avez compris que les soins palliatifs, bien souvent, permettaient de gérer, en tout cas, la sensation de soif. Que déshydratation et alimentation naturelle, on ne dit pas qu'ils ne doivent plus boire, hein, on fait alimentation plaisir. De toute façon, ça fait 6 mois qu'ils ne mangeaient pas leurs calories et qu'ils ne buvaient pas beaucoup non plus. Et puis, il rappelle que la sédation palliative n'est pas utilisée. La sédation palliative, c'est quoi? C'est anesthésier les gens, c'est les endormir. Et donc ça, même la Cour suprême américaine accepte, mais dans 3 situations qui ne sont pas celles de ce patient. C'est des gens qui ont des troubles respiratoires qui ne sont pas gérables par la morphine, qui est le traitement en général. Donc c'est des gens qui étouffent, c'est des gens qui ont une anxiété qui n'est pas gérable aussi, et c'est des gens qui ont des douleurs qui ne sont pas gérables par la morphine. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer ORL qui lui ronge toute sa paroi, qui a des épanchements pleuraux, ceux-là, on peut, avec éventuellement, s'ils sont encore capables de réagir, il faut les endormir parce que c'est un cas de force majeure, on ne sait plus rien faire pour ces patients-là. Et ça, même sur le plan légal, et même l'Église méthodiste américaine accepte qu'on fasse une anesthésie, pour autant que ça ne soit pas dans le but d'euthanasier le patient. Ce n'est pas la même chose. Mais donc ici, on ne propose pas de sédation palliative, il faut prendre en charge la fin de vie des patients déments. Ici, vous voyez aussi une autre étude, je vais assez vite, mais ce qu'il dit, c'est que ce qu'on pourrait faire, c'est mettre une perfusion sous-cutanée si la famille le demande. Et ça, j'ai trouvé intéressant parce que finalement, moi, je fais Bac+13 pour savoir ce qu'il faut faire, et quand la situation est difficile, on va demander à la famille. Et ça, c'est une dérive de tous les docteurs. Quand c'est pas bien, ils demandent à la famille. Vous imaginez, c'est votre papa dans ce lit-là, et on va vous demander à vous ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est vraiment ne plus prendre ses responsabilités. Mais parfois, ce que je vous raconte est tellement dur qu'il faut donner du temps. Et parfois, puisqu'ils ont besoin de cet objet symbolique, cet objet transitionnel qui fait que, en tout cas pour les gens qu'on nous envoie à l'hôpital, il y a plein de gens qui ne viennent pas mourir à l'hôpital, mais les familles attendent éventuellement la présence médicale. Ils ont du mal à quitter la chambre de leur papa et de leur maman sans qu'il y ait un symbole de la présence médicale avec une perfusion, parce qu'ils ont du mal à accepter les concepts que je suis en train de vous annoncer. Donc, j'ai utilisé ça quand j'étais jeune docteur et je continue parce que parfois, il faut donner du temps au temps. C'est quand même une chose dramatique et donc il faut que les choses se passent bien. Et donc, un des messages aussi ici, c'est que finalement, les professionnels de la santé doivent accepter que l'hydratation et la nutrition artificielle, donc par sonde ou bien par perfusion, sont des traitements médicaux plutôt que des soins de base. Quand vous donnez un traitement pour l'hypertension, vous avez une indication, vous avez des objectifs, donc vous voulez diminuer de 30% les accidents vasculaires cérébraux, et si vous mettez chez ce patient une intervention nutritionnelle en route avec des liens, il faudra bien dire quel est votre objectif. Pour moi, il n'y a plus d'indication, mais pourquoi? Pour qu'il remarche, ça fait 6 mois qu'il ne marche plus dans son lit, dans la maison de retraite, etc. Donc il faudra avoir cette procédure-là et ne pas avoir cette morale du devoir, mais être utilitariste, sinon vous générez en fait des pathologies et des souffrances inutiles pour tout le monde, y compris parfois pour votre équipe soignante, mais surtout pour le patient, sa famille, etc. Alors, est-ce que
il faut faire une nutrition entérale dans les démences avancées. Il y a, donc les entérales, c'est avec une sonde. Hein. Eh bien, il y a de la littérature qui montre qu'il n'y a aucune preuve que ça aide le patient, que ça diminue le nombre de pneumonies parce qu'ils arrivent de travers. Au contraire, tous les tubes, même les feeding tubes, donc même au niveau du jéjunum, augmentent la mortalité par pneumonie d'inhalation parce que ces gens, ils stagnent, ils sont couchés dans leur lit, ça reflue et ils meurent étouffés alors que votre morale du devoir pense que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, vous voyez qu'il y a une littérature avec même des grandes méta-analyses, avec des centaines de patients qui vous montrent ça. Et pourtant, on continue à avoir des patients avec des perfusions qui ont déjà été 3 semaines à l'hôpital et des hématomes partout. On met l'hypodermoclise, je vous ai dit que parfois je l'utilisais, mais c'est pas rien. Parfois, c'est aussi responsable d'une surcharge parce que ces gens ont un vieux cœur, ils font des œdèmes pulmonaires et ils meurent étouffés alors qu'on pouvait leur éviter ça. Et alors, s'il y a oui, il y a sûrement beaucoup de gens plus jeunes ici et s'il y a des médecins ici, j'en profite pour faire ma directive anticipée parce que cette morale du devoir est tellement forte qu'il y a des équipes qui ont décidé en fin de vie comme ça d'aller mettre un tuyau dans le derrière des gens. On appelle ça la proctolyse. Donc je fais mes directives anticipées, ne me faites pas ça devant mes enfants quand je mourrai dément dans quelques années. Je pense que c'est inutile. C'est inutile et c'est aussi indigne. Et donc je pense qu'il ne faut pas hydrater les gens avec un tuyau dans le derrière, ça me semble une dérive inutile. Ce n'est pas de la médecine non plus, c'est simplement parce que c'est la morale du devoir qui prend la place, mais il faut éduquer les gens. Et donc finalement, la question, c'est est-ce que cette nutrition artificielle est un soin de base? Mais ça dépend des valeurs. Sur le plan utilitariste, en tout cas, on peut utiliser les données que je vous ai présentées comme argument moral pour l'arrêter. Mais il faut tenir compte de cette force des représentations culturelles, anthropologiques, et qu'on voit dans beaucoup de religions aussi, de la nutrition, et que j'ai vu en étant grand-père récemment, en voyant ma fille s'occuper de ma petite fille. Donc finalement ici... dans l'intensité des soins, je n'ai pas de recette, mais je pense qu'il faut faire cette démarche, faire une analyse un peu systémique de ce qui se passe, de l'expression des gens, de l'équipe, de la famille et du patient. Et je vais terminer un petit peu par... ça, je vais peut-être passer. Je vais passer ça parce que je suis... Voilà, je voudrais terminer par des notes un peu plus philosophiques. Vous savez que la fin de vie, finalement, c'est quelque chose qui a un peu changé au siècle passé, parce que donc la vie sur Terre, c'est 4 milliards d'années. La mort, en fait, on n'en parle que depuis à peu près 100 000 ans. Et il semble que ça soit concomitant à l'avènement de l'Homo sapiens. Et cet Homo sapiens, en fait, comme si finalement cette sagesse de l'homme était liée au fait qu'il avait conscience de sa finitude. Et à ce moment-là, on voit apparaître des cultes, des rituels autour de la mort, et c'est assez nouveau, et finalement ça se perpétue. Et quand moi j'étais petit garçon à la campagne, quand un corbillard passait, ben, c'était un peu une fête, c'était d'abord une voiture très intéressante pour un petit garçon, parce que c'était pas une voiture classique, c'était aussi plein de fleurs, et puis dans le village il y avait quand même une petite atmosphère triste et joyeuse, enfin il se passait quelque chose, et voilà. Et puis, les propos ici, j'ai mis la photo du professeur Kennis, pour ceux qui l'ont connu, qui était un pionnier, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, j'avais entendu parler, et ce que je vous raconte sur ces dias vient de ses propos. On considère que dans les années 50, l'attitude de l'homme, alors que depuis 100 000 ans, la mort faisait partie de la vie, eh bien l'attitude de l'homme change un petit peu. Et il dit que c'est peut-être lié à l'avènement des soins intensifs dans les hôpitaux. C'est aussi, on pensait, moi j'ai vu ça avec mes parents, après la Deuxième Guerre mondiale, on pensait que la science allait régler tous les problèmes du monde et que donc les soins intensifs et la médecine allaient régler le problème de la mort aussi. Hein, et le concept en fait change, et cette mort qui est maintenant reculée dans les hôpitaux, eh bien la mort est occultée, on dit que le corbillard se banalise, c'est vrai que c'était moins intéressant pour un petit garçon comme j'étais, que le faire-part était discret, alors avant il était bariolé, maintenant c'est un format A4 avec une ligne qui n'est même plus noire, qui est grise, et que la mort qui était familière, en fait, se cache, se prolonge, et elle se prolonge à l'hôpital. Et c'est la première fois, en fait, dans les années 50, que le professeur Debré utilise le terme acharnement thérapeutique. Et au fond, c'est un petit peu ça, c'est contre ça que je veux lutter. C'est pour ça que je vous explique ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup d'acharnements thérapeutiques et qui ne sont pas basés sur une médecine scientifique, mais plus sur une morale du devoir. En réaction, alors, à cet acharnement thérapeutique, il y a plusieurs réactions. Je ne suis pas ici pour les juger, mais vous voyez qu'il y a des gens qui défendent le droit de mourir dans la dignité. Le professeur Laborie disait que la mort escamotée devenait la mort bavarde. C'est un peu moins le cas, mais il y a une dizaine d'années, il y avait des congrès de thanatologie, de mort. Enfin, les gens voulaient se réapproprier. La société voulait se réapproprier cette mort qui avait été un peu confisquée. Enfin, c'est un peu manichéen ce que je dis là, mais au niveau
médicale. Une autre réaction, c'est l'apparition des soins palliatifs, très tardivement malheureusement en Belgique. C'est éventuellement l'euthanasie qui, dans le cas que je vous ai présenté, me semble difficile à appliquer, mais parfois aussi les douleurs ne sont pas traitables. Et puis, une réaction qui, à mon avis, est sous-utilisée, c'est de faire ce qu'on appelle un plan de soins anticipé. Et ça, je plaide pour faire ça au niveau de la médecine générale et que vous fassiez ça vous-même, que vous appropriez aussi cela. Je pense que c'est important. Et il faut faire des plans de soins anticipés par rapport à l'intensité des actes diagnostiques chez des patients aussi fragiles, jusqu'où on va aller sur les actes thérapeutiques, sur le respect des valeurs des patients. Et l'historique de ce concept de plan de soins anticipés a été développé essentiellement pour des maladies qui avaient une charge émotionnelle très élevée et qui intéressaient les docteurs, comme le cancer, la sclérose latérale amyotrophique, les infections HIV au moment où il n'y avait pas de trithérapie. Mais les déments, en fait, on ne s'est pas beaucoup intéressé aux déments dans le monde médical, d'autant plus qu'au début, il n'y avait pas de traitement, donc ce n'était pas tellement intéressant. Savoir que les directives anticipées, c'est bien souvent des directives de gens en bonne santé, c'est pour ça qu'il faut les répéter tous les 5 ans, etc., parce qu'on peut éventuellement changer d'avis. Et à un moment, moi, je me suis intéressé à la qualité de vie des patients à l'admission, à la sortie. On avait pris simplement une échelle visuelle analogique entre 0 et 10 pour voir comment les gens étaient. Et à la sortie, je vais faire les papiers d'une dame qui était grabataire avec 17 ans de Parkinson, incontinent dans un lit. J'étais gêné d'aller faire cette demande. Et je lui demande et elle me dit « Ah, mais moi, c'est 10 ». Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à la qualité de vie, si vous allez sur les bibliothèques médicales, sur PubMed, vous voyez plein d'échelles de qualité de vie, mais qui sont en rapport avec la maladie et le traitement. Et il faut rendre hommage aux oncologues qui sont les premiers à avoir développé ça, puisque ce n'est pas tout de faire une chimiothérapie, il faut aussi que les patients vivent en santé par rapport à l'espérance de vie. Ça semble assez évident, c'est ce qu'on appelle la Health-Related Quality of Life. Mais ce qui est intéressant chez des gens en gériatrie qui souvent ont dépassé leur espérance de vie, en tout cas par rapport à la population, puisque la médiane dans notre salle est de 85 ans, eh bien, c'est de s'intéresser à un concept de qualité de vie individuelle. J'avais eu la chance d'aller à Dublin à un congrès où il y avait un monsieur qui disait « Moi, ce qui est important pour mes patients, c'est qu'ils puissent aller le dimanche à la messe. » Et puis, ce monsieur s'appelait Joyce, d'ailleurs, à Dublin. Et puis, il y avait un monsieur Campbell qui a dit « Mais moi, je travaille dans un hôpital laïque dans les faubourgs de Londres, on ne m'a jamais demandé ça. » Et donc, ils se sont dit « Ah, mais au fond, dans la qualité de vie des gens, il y a plusieurs domaines. » Et donc, vous pouvez vous interroger sur les domaines de votre qualité de vie. Évidemment, moi, je m'occupe de la qualité de vie médicale. Normalement, c'est ça que je fais quand j'essaye de consacrer autant de temps à tous mes patients. Mais il y a aussi une qualité de vie professionnelle, de loisirs, d'enseignement. Demandez-vous où vous en êtes. Et puis aussi donc de santé, une qualité de vie gastronomique, œnologique, sexuelle, spirituelle, etc. Et donc, ils se sont dit, mais on va faire une échelle de qualité de vie individuelle et on va demander aux patients âgés de scorer leur qualité de vie dans tous ces domaines. Et alors, ils ont mis tout ensemble et puis ils ne savaient plus quoi faire, évidemment, parce que la qualité de vie, c'est subjectif. Vous n'avez pas de gold standard, d'étalon de la qualité de vie. Mais ils ont été très malins, ils ont dit, mais alors, on va leur demander de scorer tous les domaines. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre qualité de vie? Est-ce que c'est votre qualité de vie médicale, affective, relationnelle, spirituelle, gastronomique, je rajoute toujours, et où est-ce qu'on en est? Et alors là, c'est pas de chance pour moi et mon équipe soignante, parce qu'ils ont mis en queue de peloton la qualité de vie médicale. Et ce qu'ils ont mis en premier, c'est la qualité de vie affective et relationnelle. Et la madame qui sortait de mon service m'a dit, mais non, 10, j'ai bien compris, 10... Parce que ce qu'il fallait faire, c'est dire, mais vous savez, c'est votre qualité de vie à vous. Et à un moment, je disais, mais pensez au jour de votre mariage, parce que ça, c'est votre qualité de vie. Je n'ai plus fait ça, parce que la madame m'a demandé lequel. Je l'ai marié 3 fois. Je l'ai marié 3 fois. Enfin, bref, cette dame m'avait dit, parce qu'elle m'a dit, écoutez, vous avez tout fait, je pensais que j'allais être dans une maison de retraite, on a tout organisé pour que je rentre chez mon mari. Et donc, elle représentait très bien cette qualité de vie. Donc, savoir, quand on travaille avec ces gens-là, qu'on côtoie ces gens-là, qu'ils ont des concepts qui ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai appris beaucoup de ça. C'était tout à fait inattendu pour moi. Mais donc, c'était important, puisque nous, on était focalisés par ça. Et la qualité de vie, c'est difficile. Et j'ai un ami qui est psychiatre, il s'appelle Philippe Lorten, qui est aussi un poète, qui écrit des recueils de poésie et qui a travaillé avec un groupe de Canadiens sur le concept de qualité de vie. Et puis il m'a une fois téléphoné en disant « Thierry, j'ai trouvé ». Il s'est levé le matin, il a dit « Mais la vie est de qualité quand la vie fait sens ». Et c'est un poète. Et vous savez qu'en français, le mot « sens » a 3 sens. Et donc il y a un sens en termes de direction,
Et donc le patient dont je vous ai parlé, je m'assieds avec la famille et je lui demande ce qu'il a fait dans la vie, qui il était. Et aussi parfois je lui demande, et au fond, est-ce qu'il s'est déjà exprimé, s'il avait vu un de ses amis dans l'état où il était, qu'est-ce qu'il attendait du monde médical. Ça n'a aucune valeur légale, mais ça montre qu'on est sensible à essayer de savoir quel était son projet de vie et quel était son projet de fin de vie. Je pense que c'est important. Il y a aussi le sens en termes de spiritualité, et je vous ai dit la force des symboles et des déterminants éthiques qui pouvaient, dans un monde de plus en plus multiculturel, notamment dans l'hôpital où je travaille, être important. Et puis il y a aussi le sens en termes de sensorialité, osons le mot aussi, sensualité. Vous savez que parmi la manière de nourrir les gens quand ils ont une sonde nasogastrique, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un tuyau directement dans le ventre. On appelle ça les gastrostomies. Et on a plein de demandes de maisons de repos qui nous envoient des gens dans cet état-là pour faire ça. Et Xavier Buterne, qui a été le président de la Société française de nutrition entérale et parentérale, dans les années 95, il en a mis tout plein. Et c'est un gastro-entérologue, et puis il s'est fait connaître par la technique, et puis c'est un homme intelligent. Il a été voir ce que devenaient ces patients qui venaient des maisons de repos des alentours de Nice. Il travaille à Nice, et quand il faisait chaud à Nice, on les envoyait aussi pour les hydrater. Et la médiane de survie de ces gens, c'est 30 jours. Et ils vivent 30 jours liés, parce que s'ils arrachent leur gastrostomie, au début c'est dangereux, ils vont faire des péritonites. Il n'y a plus une gentille aide-soignante qui passe 20 minutes, une demi-heure à essayer de lui faire boire. Donc il n'y a plus l'aspect hédonique non plus de la nutrition. Et ils finissent comment? Ils finissent avec des bronchopneumonies, parce que comme ils sont couchés et liés, ce gavage reflue. Et donc cette symbolique et cette morale du devoir fait qu'ils finissent liés, étouffés. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est contre ça. Et donc maintenant, toutes les grandes sociétés savantes qui s'intéressent à la nutrition ont édicté des indications, notamment de la gastrosomie percutanée, et clairement, le cas que je vous ai présenté ne fait pas partie des indications de ce type de prise en charge. La médecine se fourvoie quand elle fait ça, et crée des nouvelles pathologies et des souffrances inutiles. Pour terminer, alors je voudrais partager avec vous une très belle phrase de Montaigne qui dit que si nous avons besoin de sages-femmes à nous mettre au monde, nous avons besoin d'un homme plus sage encore à nous en sortir, mais Montaigne n'était pas du temps de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité. Vous avez compris que ce genre de décision se fait après des discussions en équipe, même si à terme c'est quand même le médecin qui seul va prendre la décision, et je pense que c'est une bonne chose pour éviter la dilution des responsabilités. Je vous remercie de votre attention. Merci M. Bey pour cet excellent exposé, surtout en plus d'humanisme. Je suis certain qu'il y a des questions. Oui. Monsieur d'abord, bien vous. Madame. Je suis quand même très étonnée depuis plusieurs années d'entendre beaucoup parler de l'Alzheimer. Et j'ai remarqué, parce que je côtoie énormément de personnes entre 75 et 90 ans, et je suis très étonnée que l'on donne souvent le nom, et à certains membres de ma famille aussi, alors qu'ils sont pris plutôt de folie, on préfère dire c'est l'Alzheimer. Donc, ça fait mieux. Je vous le dis honnêtement, j'ai vécu le cas chez un de mes oncles, il y avait d'autres personnes, et j'ai dit à ces gens, mais il n'a pas l'Alzheimer, parce que moi je me suis occupée de l'Alzheimer, et je connais les aboutissants après 8 ans. Et je dis, mais cette personne, après 7 ans, ta maman, elle me reconnaît, elle me dit, bonjour Christine, elle n'a pas l'Alzheimer, c'est impossible. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu un mauvais diagnostic depuis 7 ans, mais on laisse comme ça. Donc je pense qu'il y a 10% d'erreurs diagnostiques. Je voudrais même rappeler que si on parle de démence d'Alzheimer, c'est que quand on ne fait pas un diagnostic précoce, en moyenne après 5 ans d'évolution, on voit apparaître ce qu'on appelle les troubles psychocomportementaux. Dans 80% des cas, c'est de l'agressivité, mais aussi parfois de l'apathie et puis des hallucinations. Enfin, il y a tout ce concept de Behavioral Psychological Symptoms of Dementia.
Et donc c'est très difficile. Dans les stades avancés, c'est parfois difficile de savoir quelle était la maladie originelle. Enfin, si vous me dites qu'après 7 ans, elle reconnaît encore les gens, probablement qu'en effet, on doit se poser des questions. La médecine n'est pas une science exacte, je l'ai rappelé, et donc ça peut être difficile. Et c'est évidemment dommage de stigmatiser les gens avec une maladie, mais ce qui est plus dommage aussi, c'est que en mettant démence avant Alzheimer, on a déjà stigmatisé cette maladie à tort, puisqu'au début, les gens n'ont pas de troubles psychocomportementaux. Il y a d'autres maladies, comme le Lewy body, etc., où les troubles psychocomportementaux sont à l'avance, les démences frontotemporales, etc., mais c'est d'autres maladies. Oui, je voulais savoir s'il existe des médicaments qui guérissent la maladie d'Alzheimer. Actuellement, donc, on n'a malheureusement pas de médicaments qui guérissent la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une maladie où, en fait, il y a un déficit en molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs, qui sont des molécules qui permettent de communiquer entre les neurones. Et dans la maladie d'Alzheimer, il y a un gros déficit en acétylcholine. Et donc, il y a des médicaments qui ont fait leurs preuves par rapport à la prise en charge. Et donc, dans les études randomisées versus placebo, ces médicaments permettent de diminuer le déclin cognitif dans les formes précoces de la maladie. Ça diminue aussi la dépendance fonctionnelle, puisque c'est une maladie, il y a des dépendances fonctionnelles. Ça diminue aussi l'émergence et la gravité des troubles psychocomportementaux. Ça postpose en général de 1 an la mise en institution. Et ça diminue le fardeau pour les dents principales. Il y a des échelles qui mesurent le fardeau. C'est un drame de vivre avec quelqu'un qui a cette maladie. Et donc ça diminue. Donc on a beaucoup d'arguments avec une médecine basée sur des preuves et même des méta-analyses pour dire que ces médicaments sont utiles, même si périodiquement on nous dit qu'on va les dérembourser, alors qu'en termes de patients à traiter pour stabiliser une maladie d'Alzheimer pendant 1 an, le NTT, donc le nombre de patients à traiter, est plus bas que les patients qui reçoivent des statines après un infarctus. Donc les statines, c'est des médicaments qui diminuent le cholestérol. Personne ne met en cause parce que le cœur, c'est un organe noble, mais tous les ans, il y a des attaques pour essayer de dérembourser des médicaments parce que l'Alzheimer, on est dans un monde qui défend les gens qui sont jeunes, beaux et avec un cerveau très bien fait. Et donc il faut bien se battre et les associations de familles sont là et on est vigilants. Je pense que c'est important. Mais c'est vrai qu'on est toujours au balbutiement de la compréhension de la maladie et qu'on n'a pas de guérison. Merci d'abord pour ton exposé. J'ai été un petit peu interpellé par les chiffres concernant la précision du diagnostic, où tu évoques au fond un taux d'erreur qui est seulement de 10%. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec les données qui montrent que la maladie d'Alzheimer est présente 10 à 20 ans avant le début des symptômes? Donc il va nécessairement avoir un moment où la situation est aussi symptomatique. Et en plus, comme tu dis, il y a un défaut de mémoire qui apparaît chez des gens sains, entre guillemets. Et donc, ces 10% de diagnostic, ça concerne des consultations où les gens arrivent déjà avec des plaintes. Avec des plaintes. Oui, parce que les plaintes peuvent être des troubles de mémoire. Je suppose que de temps en temps, il y a des gens très anxieux qui viennent à la consultation avec des troubles de mémoire banaux et sans recourir à des méthodes très invasives, comme la ponction lombaire ou la politique cérébrale pour des choses qu'on ne fait certainement pas. Comment est-ce qu'on arrive à ce taux de 10%? Mais donc ici, je parle de patients qui viennent déjà avec des plaintes. Et donc le concept, c'est que actuellement, on se rend compte que quand la maladie a déjà des symptômes qui sont présents, donc une maladie symptomatique, on arrive fort tard. Il y a déjà trop d'accumulation de ces protéines anormales qui ont démoli le cerveau. Et donc il y a un nouveau concept qui est basé sur cette théorie de la réserve cognitive. Et dans la recherche maintenant, dans les nouveaux critères, je vous ai présenté les DSM-4, mais il y a de nouveaux critères, mais qui sont surtout destinés à la recherche. On se dit ce qu'il faut faire, c'est diagnostiquer la maladie 20 ans avant. Et donc ça, c'est la phase prodromale de la maladie. Et là, bien entendu, ça reste difficile. Et donc, il existe ce qu'on appelle des biomarqueurs, qui peuvent être des ponctions lombaires où on trouve que la bêta-amyloïde est basse dans le liquide céphalorachidien, le phosphoto élevé. Il existe aussi des scintilles. On a maintenant des scintigraphies, donc des isotopes qui vont en fait se coller sur la substance amyloïde. Et c'est comme ça qu'à mon âge, une personne sur 3 a déjà la maladie, mais qui n'est, j'espère, pas symptomatique, vous jugerez. Mais donc, et c'est à ce moment-là, quand on aura des techniques qui sont en cours, qu'on pourra commencer. Et dans les études de phase 2-3, on utilise des anticorps monoclonaux dirigés contre cette amyloïde à un moment où elle n'est pas encore trop présente. Donc ça, c'est un peu l'avenir. Il y a des techniques aussi
immunologique où on vaccine les gens, et donc ça a été testé chez des rats et ça fonctionne, et on a appliqué ces vaccins chez des gens qui étaient à coup sûr des Alzheimer en puissance. C'est des gens qui avaient des mutations de la polypoprotéine ou de la préséléginine 1 ou 2, dont les parents étaient morts de maladie d'Alzheimer et qui savaient que de toute façon ils allaient y passer, et donc ils ont accepté de venir dans une étude de vaccination où on déclenche une réaction immunologique pour aller se débarrasser de la substance amyloïde, et en fait ils sont guéris ces gens, mais ils sont tous morts parce que la vaccination a engendré une encéphalite plurifocale qui fait qu'ils sont morts d'autre chose. Quand on touche à l'immunité, on touche à une boîte de Pandore. Mais le concept existe, donc il y a moyen de se débarrasser de ces protéines. Il a d'abord fallu montrer qu'elle était bien l'agent causal, même s'il reste toujours en fait une petite guéguerre entre les taoïstes, ceux qui disent que c'est la protéine tau qui est responsable, et les gens qui s'occupent de l'amyloïde. Mais donc on avance dans le concept, mais c'est une maladie extrêmement compliquée, et quand on va à des congrès américains où il y a 8000 personnes, il y a ceux qui s'occupent de laboratoire, c'est passionnant, mais moi qui vis ça au quotidien, il y a quand même un grand gap entre la science fondamentale, la compréhension de la maladie et ce qu'on peut encore faire. Donc je pense qu'il ne faut pas être triomphaliste par rapport au traitement, et c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas faire des dérives éthiques comme je vous ai montré ce qu'on pourrait voir, et qu'il faut aussi s'intéresser aux approches non pharmacologiques et quand même défendre les traitements qui sont des traitements symptomatiques de la maladie, au même titre qu'une maladie de Parkinson. On fait la même chose, on donne un neurotransmetteur pour que les choses se ralentissent dans l'évolution. Mais on ne guérit pas une maladie de Parkinson. Monsieur le professeur, je vous remercie beaucoup pour votre très bel exposé. J'ai une personne qui se trouve dans un home actuellement depuis plus de 2 ans, donc je connais bien la situation. Je connais bien la situation de cette maladie, et je vois l'évolution. Et vous avez parlé que quand vous étiez jeune, il y avait ceci et cela. Et moi, je crois positivement que les jeunes qui viennent visiter la grand-mère ou l'arrière-grand-mère constatent et s'aperçoivent qu'ils connaissent la maladie. Donc ça, pour moi, c'est un point positif, que les jeunes sont déjà vaccinés pour plus tard de voir ce qui se passe quand une personne est Alzheimer. Mais je m'étonne de n'avoir pas retrouvé dans votre exposé, je ne sais pas si ça existe, j'ai un collègue de travail dont ses parents ont été victimes tous les deux de la maladie d'Alzheimer, et il m'a expliqué son problème, qu'on a dû les mettre dans des chambres séparées parce qu'ils ne se reconnaissaient plus, et que parfois ils étaient agressifs par rapport l'un à l'autre. Ils ont dû vendre la maison, c'était beaucoup de problèmes. Et c'est par ce collègue de travail que j'ai pris connaissance, et par l'évolution de la personne qui se trouve dans le home actuellement, que je m'aperçois. Et c'est pour ça que je suis venu assister à la séance, pour m'intéresser un peu plus et voir les conséquences. Et je constate quand même que nos politiques commencent à s'intéresser tout doucement, malgré tout le pessimisme. On parle maintenant d'un indice d'éthique de bien-être. On en parle lentement mais sûrement. J'espère que ça va venir dans les débats électoraux, pour justement s'intéresser à cet indice de bien-être. Merci de répondre surtout sur l'agressivité. Oui, merci. En tout cas, je crois que je dois aussi m'excuser du fait que les propos que j'ai tenus, parmi ceux d'entre vous qui ont vécu ça, c'est sûr, c'est des réminiscences, et je m'excuse de la souffrance que ça peut générer. Par rapport à l'agressivité, en effet, donc ça fait partie des troubles psychocomportementaux, et dans cette maladie, après 5 ans, il y a 80% des gens qui vont le présenter, et c'est pour ça que probablement qu'on a historiquement appelé ça des déments. Et il y a aussi le problème de l'anosognosie que vous avez évoqué, qui ne se reconnaissait pas. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Capgras. Donc imaginez, c'est la vieille dame qui a une maladie d'Alzheimer qui est dans sa cuisine. Et puis son mari rentre, elle ne le reconnaît pas. Elle se met à le vouvoyer et elle part dans un délire de persécution en disant « vous êtes un voleur ». Ça, je peux vous assurer que si vous ne soutenez pas cette famille à ce moment-là, c'est une catastrophe. Et donc c'est pour ça que je trouve que ça reste une tragédie, et que donc il y a toute cette approche aussi pharmacologique d'une part, parce que ça diminue l'émergence des troubles psychocomportementaux, mais aussi non pharmacologique, et le soutien des familles, et que ça reste un peu une priorité. En fait, on a pris certainement 50 ans de retard dans la recherche pour cette maladie. Pourquoi ? Parce qu'avec le traité d'Helsinki, on a décidé qu'on ne pouvait plus faire de la recherche clinique avec les gens qui n'étaient pas compétents, avec les prisonniers, avec les gens les plus vulnérables, et donc ça partait
d'une très bonne résolution, mais à cause de ça, les Alzheimer, on n'a plus fait de recherche, puisqu'ils ne savaient pas signer des consentements éclairés. Donc actuellement, on peut faire la recherche, on demande au référent principal, au relatif du premier degré, de signer le courrier. Mais donc, par rapport au cancer, on a pris 50 ans de retard, et en Belgique, il y a 100 à 1000 fois plus de chercheurs pour le cancer que de chercheurs pour la maladie d'Alzheimer. Donc je pense que c'est malheureusement une maladie qui va devenir une épidémie avec le vieillissement de la population, et il faut sensibiliser le monde politique et la société à l'intérêt de s'intéresser aussi, sans mettre en compétition, parce que le cancer c'est aussi une maladie des gens âgés en général, mais il faudra aussi sensibiliser parce que ça va être un coût pour la société énorme. Madame. Merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez déjà répondu à une de mes questions, que c'était à propos de la recherche. Je vois que ça va très lentement. Et j'ai un ami à ma vie qui a été diagnostiqué à 65 ans. Maintenant, il va faire ses flancs d'Alzheimer. Il est très suivi, il va bien. Mais par rapport à ce que vous avez expliqué à ce monsieur-là, quand on fait du traitement précoce, est-ce qu'il y a des statistiques qui peuvent dire combien d'années il peut encore avoir une vie normale comme maintenant? Donc, en fait, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est souvent des personnes âgées qui ont une comorbidité. Et une des difficultés, notamment dans les décisions d'intensité des soins, c'est que bien souvent, on nous demande quelle est l'espérance de vie de ce patient. Il y a quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, en moyenne, il vit 8 ans, mais il vit de 4 ans à 20 ans. Et c'est très, très variable, et ça dépend de la comorbidité. Et par exemple, quelqu'un qui a un MMSE, pour ceux qui connaissent, à 18, c'est une maladie d'Alzheimer modérée, 18 sur 30. S'il fait une pneumonie, la moitié des gens seront morts dans les 6 mois qui suivent, mais l'autre moitié va encore vivre 2 ans. Et donc l'hétérogénéité de la maladie, mais aussi le fait que c'est une maladie qui touche des gens âgés qui ont d'autres maladies concomitantes, fait qu'on n'est pas comme les oncologues qui, en fonction de la nature du cancer, de son extension, de la nature des cellules cancéreuses, peut dire un peu mieux, et mieux que nous en tout cas, le pronostic des patients. Donc on ne sait pas répondre, c'est un peu au cas par cas, tenant aussi compte que parfois on se trompe. Oui, est-ce que c'était deux questions? Oui, terminé. Et puis c'est à monsieur. Ok. En Espagne, il n'y a pas d'euthanasie, mais il voudrait finir quand oui. le moment venu. Son problème, c'est quand est-ce qu'on peut décider qu'il n'a plus marche arrière? Parce qu'il s'était renseigné que par Internet, il peut demander des soupes, des choses à avaler pour finir lui-même sans compromettre les personnes. Mais son problème, c'est quand est-ce que je vais savoir qu'il n'y a plus de marche arrière? C'est une question difficile, hein. Mais je veux, si vous voulez, je veux bien répondre. Donc en Belgique, il y a Hugo Claus qui a écrit Le Chagrin des Belges, qui est un grand artiste, qui est un homme de théâtre, et sa qualité de vie, c'était de lire et de lire des pièces de théâtre, mais sa perte de mémoire immédiate faisait que quand il lisait, il avait oublié le paragraphe d'avant. Et donc voilà qu'il était encore bien, il savait lire, on le voyait encore à la télévision, on allait au théâtre, mais voilà qu'il était touché dans la valeur la plus essentielle de sa vie. Et il a demandé, à une époque où en Belgique l'euthanasie n'était pas reconnue, il a demandé l'euthanasie à son médecin traitant, qu'il a fait. Et son médecin traitant était en prison, et puis il a été relaxé. Et la grande difficulté que vous posez, c'est de savoir à partir de quel moment les gens perdent leur capacité de discernement. Et ça, c'est difficile. Et en Belgique, en tout cas, on ne peut pas euthanasier les déments, comme on ne peut pas euthanasier les gens déprimés. Ça, c'est la loi. Alors, il y a la loi, mais il y a aussi l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, si le législateur a mis ça, c'est pour éviter qu'on commence à euthanasier les patients dans des institutions où ils sont en train de coûter cher à la société, etc. Et dans la loi, on dit aussi qu'on peut euthanasier les gens qui ont une souffrance psychologique qui est inextinguible, etc. Et donc, voilà, c'est les arguments qu'on pourrait utiliser. Mais actuellement, si vous mettez dans un dossier d'euthanasie, que vous l'euthanasiez parce qu'il y a une maladie d'Alzheimer, vous risquez d'être inquiété, c'est ce qui a été le cas par le passé. Mais je ne veux pas donner de blanc-seing. Je pense que c'est un vrai faux débat et que les politiciens qui maintenant veulent étendre l'euthanasie aux Alzheimer, c'est en fait un problème qui pour moi philosophiquement est difficile. Je n'ai pas envie que mes enfants et mes petits-enfants vivent dans un monde où on euthanasie un diagnostic.
Je pense qu'il faut euthanasier une condition de souffrance, mais pas un diagnostic. Mais je vous rappelle que la loi avait été faite par esprit de loi pour éviter d'euthanasier les plus faibles. Mais si vous collez une euthanasie à un diagnostic, ça s'appelle l'eugénisme. Et le siècle passé a eu ses heures sombres avec ça. Donc soyez attentifs parce qu'il y a parfois une récupération électorale de ce dossier. Monsieur, je voudrais vous remercier pour la haute qualité scientifique, cela va sans dire, de votre intervention, mais aussi pour la qualité didactique, si profitable pour un profane tel que je suis. Je vous en remercie beaucoup parce qu'elle a éclairé tout votre exposé et l'a rendu profondément accessible. J'ai une petite question que je voudrais vous poser touchant à ce beau livre que vous avez évoqué d'un de vos amis qui reprenait le thème « La vie est de qualité quand la vie fait sens ». C'était un petit recueil de... Poésie. De Philippe Corten. De Philippe Corten. C-O-R-T-E-N. C'est un psychiatre qui s'intéressait au stress et qui est pensionné maintenant depuis une année, qui travaille avec Karl Bruckmann. Eh bien, je vous en remercie. Je vous en prie. Je m'associe évidemment aux paroles de l'intervenant précédent, mais je voulais vous demander, donc, quelqu'un dont on a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer a une chance de vie de 4 à 20 ans, plus ou moins, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais disons que si cette personne, donc on a diagnostiqué sa maladie, n'attrape pas d'autres maladies comme pneumonie ou que sais-je, ou cancer, etc., est-ce qu'il va mourir plus tôt que s'il n'avait pas l'Alzheimer, parce que l'Alzheimer va accélérer ce qui lui reste à vivre, en fait. Et alors, est-ce qu'on meurt d'office de cette maladie si on n'a pas d'autre, hein? Donc, ça dépend à partir de quel âge on a fait le diagnostic aussi pour l'espérance de vie. Parce qu'à disons 78 ans. Donc, de manière générale, il est clair que les facteurs de mauvais pronostic dans une maladie d'Alzheimer, c'est la vitesse de dégradation des troubles cognitifs. Il y a des gens qui restent très bien pendant longtemps, d'autres pas. Et c'est aussi la dénutrition. Et un facteur de très mauvais pronostic, c'est quand il commence à avoir des fausses déglutitions. Parce que vous savez qu'il y a plus de 26 muscles pour déglutir, c'est une maladie, et donc la déglutition est commandée par le cerveau. Le cerveau est un organe vital. Du moment où ils avalent de travers et que les aliments tombent dans les poumons, c'est comme ça que même des Alzheimer modérés, quand ils ont ça, 6 mois après, ils sont morts. Maintenant, tout dépend de l'âge, parce que vous savez qu'en Belgique, si vous avez une dame de 80 ans qui vit à la maison, elle a des maladies. Donc, de manière générale, 20% sont diabétiques, 20% ont une fibrillation auriculaire, 60% sont hypertendus, 80% sont ostéoporotiques. Et en général, elle va encore vivre 8 ans. Elle va vivre 4 ans bien et 4 ans grabataire, parce qu'on aura oublié de traiter son ostéoporose, qu'on n'aura pas anticoagulé sa fibrillation et qu'on avait dit à cet âge-là, je ne vais plus m'occuper de son hypertension. Et donc, elle va faire des fractures, des hémiplégies, etc. Et l'hypothèse actuelle n'est pas d'augmenter la longévité de l'espèce animale, mais d'augmenter la vie en santé. Et donc c'est l'hypothèse de la compression de la morbidité qui a été proposée par un Californien qui a publié ça dans le New England en 78. Il a dit, mais au fond, si à 80 ans on continuait de s'occuper de toutes ces maladies potentiellement curables, je ne parle pas beaucoup de la maladie d'Alzheimer, même s'il y a quand même un traitement, eh bien elle pourrait vivre encore bien jusqu'à 88 ans et peut-être mourir et être pas bien pour les 3 derniers mois de sa vie. Ça, c'est le travail des gériatres, c'est mon travail et c'est ça qu'il faut faire. Et en Belgique, on a un peu le parent pauvre. Ce qu'il faut faire, c'est de la prévention. Et ne pas dire que parce qu'ils sont âgés, ça ne vaut plus la peine de traiter leur ostéoporose. De manière générale, toutes les interventions qu'on fait, plus on est âgé, plus c'est efficace. Or, on a tendance à dérembourser, à ne pas s'occuper de ça. Et donc, le problème de la maladie d'Alzheimer est une des maladies supplémentaires qui peut arriver. En Belgique, à 80 ans, il y a 20% de patients qui ont des maladies de mémoire, dont 60% sont des Alzheimer. Et dans les séries les plus pessimistes, à 85 ans, la moitié de la population a des troubles cognitifs liés à une maladie de la mémoire. Donc on est dans une situation, dans chaque famille, si on a la chance d'avoir des grands-parents qui vivent vieux, on va être confronté à ce problème. Mais la maladie en soi n'accélère
pas Si, par la dépendance fonctionnelle, la dénutrition, les fausses déglutitions. Merci. J'avais deux questions à poser. D'abord, qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on suppose des causes de la maladie? Et deuxièmement, on observe de plus en plus, il me semble, des cas précoces de maladie d'Alzheimer qui sont diagnostiqués chez des quinquagénaires et qui meurent dans la soixantaine. Oui, donc par rapport à l'éthiopathogénie, enfin les causes de la maladie sont mal connues. Donc l'hypothèse, c'est que quand on vieillit, le cerveau a du mal à éliminer des protéines qu'on appelle des protéines poubelles. Mais beaucoup de maladies neurodégénératives sont comme ça. C'est vrai aussi pour le Parkinson, toutes les variantes de Parkinson, il y a des molécules dont le cerveau ne sait pas éliminer et donc qui abîment le cerveau. Ça, c'est l'hypothèse. Et toutes les interventions thérapeutiques maintenant ciblent ces protéines anormales et essayent de les éliminer avec plus ou moins de chance. Et quand on les élimine, il y a une autre maladie qui apparaît. Donc ça, c'est difficile. Mais pour le moment, on n'est pas beaucoup plus loin par rapport à la compréhension de cette maladie. Et on cible ces protéines anormales. Il y a un grand débat pour dire est-ce que c'est pas le vieillissement normal. Je ne sais pas si vous avez entendu ce grand débat. Il y a des gens qui disent que si on suit les gens, la réponse c'est qu'il y a des centenaires, notamment à Montpellier, il y a Robin qui utilise, il y a plein de centenaires que à leur autopsie, il n'y a aucune substance amyloïde. Mais donc c'est vrai que l'âge augmente la fréquence, mais il y a des gens qui disent que le vieillissement normal va toujours un jour aboutir à ça. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est clair que c'est un problème lié au vieillissement. Par rapport à l'incidence accrue des formes qu'on dit préséniles, là on peut utiliser le mot sénile puisque c'est présénile, et donc c'est accepté, et c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs. Ici, moi d'abord je ne suis pas l'expert puisque je suis gériatre et que je ne vois pas ces gens-là, mais je ne pense pas que on pourrait imaginer que notre environnement favorise ça, mais comme c'est une maladie génétique où on a bien identifié, il y a 3 mutations identifiées sur 3 gènes, hein, la polypoprotéine, la présélégine 1 ou 2, je ne suis pas convaincu que l'accroissement des diagnostics n'est pas lié simplement parce qu'on a des meilleures techniques diagnostiques. Mais je ne suis pas expert et je n'ose pas affirmer cette réponse. Je vous remercie pour votre passionnant exposé. Je voudrais juste faire une petite question, poser une petite question. J'ai toujours entendu parler de la démence sénile. Avant même d'avoir parlé d'Alzheimer, est-ce qu'il y a une démence sénile, c'est-à-dire une dégénérescence du cerveau, qui ne soit pas liée à la maladie? C'est un abus de langage, ça n'existe pas, et dans les grands recueils comme les recueils de la Société américaine, le DSM, la démence sénile n'est pas reprise. Donc c'est une maladie qui n'existe pas, et comme je vous ai montré dans le glossaire, c'est plutôt injurieux et pas une bonne idée, et pourtant ça reste dans le langage parlé, y compris au niveau médical et dans les dossiers médicaux. Mais je pense que c'est un terme qu'il faut essayer de supprimer, même le mot démence de nos vocabulaires. Et ceux qui ont les mêmes symptômes, est-ce qu'ils sont nécessairement les mêmes ou bien est-ce que... Non, c'est vrai que dans les troubles psychocomportementaux, ça peut être partagé à toute une série d'autres maladies, les démences frontales, frontotemporales, la maladie à corps de Lewy, les paralysies supranucléaires, enfin il y a toute une série de maladies, et donc c'est l'intérêt de faire un diagnostic, et c'est pour ça qu'on fait ce diagnostic avec un testing neuropsychologique, aussi avec une imagerie. Vous avez une experte à votre droite, mais avec une imagerie cérébrale. Il y a aussi maintenant des imageries fonctionnelles cérébrales, et donc c'est important parce que toutes ces maladies ne se traitent pas de la même manière. Et par exemple, une démence frontale à qui on donne les médicaments de l'Alzheimer, on peut aggraver les troubles comportementaux. Donc c'est très complexe en fait. C'est un champ passionnant, c'est une manière d'essayer de comprendre notre cerveau qui est un organe intéressant. Merci. Bien. Merci encore pour ce remarquable exposé. Il y a encore une dame qui veut... Tout d'abord, merci de votre exposé. On a soulevé le problème de l'euthanasie. Et vous avez dit qu'effectivement, invoquer le motif maladie d'Alzheimer n'est pas un motif accepté légalement. C'est bien ce que vous avez dit. Alors, si on n'a pas envie de vivre toute cette période extrêmement pénible entre le moment
où on commence à être vraiment très malade et la fin de sa vie qui peut être très longtemps après, comment est-ce qu'on peut faire alors et à quel moment et quel motif peut-on invoquer pour se faire euthanasier? Je ne vais pas vous donner des recettes, hein. Mais donc moi, l'histoire de Hugo Claus que je voudrais raconter, j'ai pas de problème de conscience. C'est simplement ce que je veux pas, c'est qu'on fasse passer une loi pour associer l'euthanasie à un diagnostic, puisque ça, pour moi, c'est de l'eugénisme par rapport aux dérives potentielles dans l'interprétation de la loi. Mais je pense que c'est un argument fort pour ne pas être dans le déni, faire un diagnostic précoce de la maladie, à un stade où les gens ont leur capacité de discernement et peuvent discuter d'un plan de soins anticipé. Et si le patient me parle d'euthanasie, je peux entendre, accepter, et puis on instruira un dossier. Je ne serai pas le seul à prendre la décision. Et je pense qu'il y a encore moyen, mais il faut prendre beaucoup de précautions par rapport à l'intitulé. Je ne mettrai pas Alzheimer. Eh bien, merci beaucoup. Merci.